Bien, bonsoir à tous. Alors, une fois n'est pas coutume, c'est pas moi qui suis en retard, c'est Serge Guérin, ce qui n'arrive normalement jamais. Donc, je vais prendre le grand risque d'ouvrir ce plateau avant qu'il ne nous rejoigne, puisqu'on a beaucoup de choses à partager avec vous ce soir et que ce serait dommage qu'on n'ait pas le temps de couvrir l'ensemble de notre ordre du jour. Je voudrais avant toute chose saluer à la fois toutes les différentes éminentes personnes qui nous font l'honneur de nous rejoindre pour intervenir ce matin, avec Florence Arnez-Momé qui est présente aujourd'hui, qui va nous parler de la campagne pour la promotion des métiers du grand âge, c'est la vie. Valérie Egloff, adjointe au maire du Havre, on dit bien adjointe au maire, n'est-ce pas, conseillère régionale, présidente du Gérontopole Seine-Estuaire Normandie. Pierre-Olivier Lefebvre, qui est le délégué général du réseau français Ville Amis des aînés, et Armance Valette, docteur en psychologie sociale et environnementale, qui est de la fondation I2ML à Nîmes. Et puis nous aurons, alors elle aussi n'est pas encore arrivée, aujourd'hui c'est visiblement difficile de se déplacer, Myriam El Khomri qui viendra nous partager un certain nombre des conclusions de la mission qu'elle a conduite sur les métiers du grand âge et qui sera en quelque sorte notre grand témoin. Alors, peut-être aussi un tout petit mot pour saluer au fond de la salle à la fois le président du conseil d'administration de Korian, Christian Chautard, qui de temps en temps nous fait l'honneur de sa présence incognito, mais qui est là. Et puis à ses côtés, Madame Elisabeth Scharfenberg. Voilà. Alors, Madame Elisabeth Scharfenberg est ancienne députée au Bundestag. Elle est une spécialiste très reconnue des questions de santé du grand âge en Allemagne et elle va prendre dans quelques semaines ou jours la direction de la petite sœur de la Fondation Korian, qui va être constituée en Allemagne. Voilà, donc elle est venue, elle aussi, incognito, mais pas tout à fait, pour assister à un de ces plateaux, pour voir comment, sous une forme ou sous une autre, finalement, le même type d'exercice pourra émerger en Allemagne. Donc voilà, Elisabeth, soyez la bienvenue. Elle parle un peu français, ou en tout cas, elle le comprend, en tout cas, elle se risque. Ja, sie sprechen ein bisschen Deutsch, ein bisschen Französisch. Voilà, c'est ça. Herzlich willkommen. Voilà, c'est ça. Donc, vous voyez, notre fondation est en train d'essaimer à travers l'Europe et je pense que ça pourra être, dans le futur, peut-être aussi une source intéressante de partage entre ce qui pourra remonter des différents territoires dans lesquels nous sommes présents. Alors, quelques mots enfin pour introduire la thématique du jour, qui est finalement le début de la préparation de, vous savez, notre baromètre biennal sur la mesure de la perception du grand âge à travers l'Europe. Vous savez que tous les 2 ans, on réalise une enquête barométrique très approfondie à travers les différents pays européens sur un large panel pour voir comment les personnes âgées et le phénomène vieillissement sont perçus pays par pays. Et vous vous souvenez sans doute qu'à chaque fois, on introduit un angle dans cette enquête. Cette année, on s'est lancé sur quelque chose d'assez philosophique ou sociologique. Ça ne vous étonnera pas avec Serge et l'ensemble des personnes éminentes du conseil scientifique. C'est finalement le lien entre le pays, le territoire d'où l'on se sent, auquel on se sent appartenir, le territoire des racines, et le vieillissement. Autrement dit, ça veut dire quoi les territoires des vieux, et ça veut dire quoi le territoire dans lequel on a envie, finalement, le retour aux racines, dans lequel on a envie de vieillir. Est-ce que c'est là où on est né? Est-ce que c'est là où on a vécu, travaillé, où on a élevé ses enfants? Est-ce que c'est un territoire électif, au soleil par exemple, un territoire rêvé dans lequel on a envie de finir ses vieux jours? C'est un peu autour de toutes ces questions qu'on est parti et on va partager avec vous, et c'est peut-être par cela qu'on va commencer, n'est-ce pas Aude, les premiers résultats de cette réflexion sur finalement comment appréhender le lien entre la vieillesse et le territoire de vie, et quelles sont les questions, les problématiques que ça soulève. Je ne vous cache pas que dans une période où beaucoup s'interrogent finalement sur comment on arrive à assurer le fonctionnement de zones entières dans lesquelles on n'a pratiquement plus d'actifs
mais pratiquement plus que des personnes inactives et celles qui sont là, leur entourage ou les personnes qui sont là pour s'en occuper. Et à l'inverse, des villes très denses dans lesquelles finalement les personnes fragiles ont peut-être du mal aussi à trouver leur place sans se sentir isolées. Cette question finalement de la relation entre grand âge et territoire est sans doute une question multiforme et très importante pour vraiment ajuster, nous, professionnels du grand âge et des fragilités, la bonne manière d'accompagner et d'assurer une qualité de vie dans toutes les circonstances de la vie. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Aude et puis on va essayer de faire en sorte qu'entre-temps, Serge Guérin se matérialise pour prendre le relais. Merci. Merci beaucoup, merci à tous d'être fidèles à ce rendez-vous et d'être toujours plus nombreux. Alors comme vous le savez, on a une tradition pour commencer ces plateaux, c'est d'aller interroger le grand public sur la thématique que nous allons aborder ce soir. Alors avant de vous présenter les résultats de l'étude qualitative qui porte effectivement sur la perception des aînés de leur territoire, je vous propose de regarder un petit micro-trottoir sur ce que pense le grand public, finalement, des territoires de longévité. Est-ce qu'elles sont isolées ? Peut-être qu'elles ont le sentiment d'isoler lorsqu'elles quittent leur réseau. J'ai le sentiment que forcément, les personnes âgées, elles sont entre elles, généralement dans les maisons de retraite ou chez elles, parce qu'elles n'ont pas forcément le moyen de se déplacer. Elles ont les moyens de transport, c'est compliqué pour elles, il n'y a pas forcément beaucoup de place. Elles sont isolées aussi parce que se déplacer à Paris, il y a beaucoup de monde, beaucoup de trafic, c'est compliqué, les routes sont dangereuses. Moi je dirais plutôt l'inverse, les personnes âgées sont isolées quand ils sont dans des environnements ruraux. Après j'ai pas de grands-parents qui habitent en ville donc je peux pas dire, mais en tout cas mes grands-parents en campagne, il y a un accès plus difficile aux soins, aux aides-soignants. C'est peut-être aux maisons de retraite de sortir de temps en temps les personnes pour qu'elles se sentent encore concernées par la vie citoyenne. On peut mélanger un petit peu les générations, faire des partenariats peut-être avec des établissements scolaires pour qu'il y ait des... je sais qu'il y a parfois des activités qui se font avec des plus petits et c'est source d'énergie pour les personnes âgées, elles se sentent moins isolées. Les maisons de retraite, c'est une chose, je peux en parler parce que ma mère est dans un EHPAD, mais avant ça, il y a à mon avis des stades intermédiaires à trouver et à travailler. C'est-à-dire pour permettre aux gens peut-être de rester le plus longtemps possible à domicile, mais en mettant en place justement une réflexion avec des architectes, de réaménager des appartements, de créer des espaces communs, ça commence à se faire, hein. Paris, c'est pratique. On a la pharmacie à 4 coins, tu vois. Il y a des médecins, il y a des gymnases qu'on peut aller, il y a des balades, il y a théâtre et tout ça. Il vaut mieux vieillir dans une petite ville de province. Mais il faut avoir la chance d'avoir sa famille proche. Je pense qu'il faut vieillir là où on a eu sa vie active, sa vie professionnelle, où on a vécu. Bien, alors vous le voyez, la perception du territoire, c'est finalement un sujet éminemment personnel, comme le révèlent les témoignages de ce micro-trottoir. Alors, on va regarder maintenant ce qu'en pensent les aînés eux-mêmes, ainsi que les professionnels qui gravitent autour des personnes âgées. Donc, à travers les résultats de cette enquête qualitative que nous avons menée dans 4 pays européens, donc en France, en Belgique, en Italie et en Allemagne, comme tous les 2 ans. Donc, cette enquête est vraiment le prémisse à l'étude quantitative qui sera réalisée par Ipsos au printemps. Vous savez que cette enquête quantitative est passée par Internet, ce qui ne facilite pas finalement le recueil de perceptions des plus fragiles et des aînés, notamment ceux qui résident en maison de retraite. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu aller les questionner dans leur lieu de vie. Alors, on a été questionner des personnes âgées donc en maison de retraite, mais également à domicile, des professionnels du grand âge, des élus, des représentants d'associations. Donc dans les 4 pays, vous voyez, on a réalisé
au total, avec l'Institut Ipsos, qui nous a aidés notamment pour la synthèse des résultats, 54 entretiens. Donc des entretiens en face à face. D'ailleurs, je remercie, il y en a peut-être dans la salle ce soir, des professionnels de Corian qui sont allés réaliser ces entretiens. Donc par les équipes locales de Corian, beaucoup de psychologues sur la base d'un guide d'entretien qu'on avait travaillé en équipe au préalable. Donc dans chaque pays, on a souhaité avoir une certaine représentativité à la fois des personnes qui habitent en ville et des personnes qui habitent dans des territoires ruraux ou semi-ruraux. Alors, voilà, donc dans les 4 pays, vous voyez à peu près la répartition à la fois des entretiens réalisés et des zones géographiques pour tenter d'être le plus représentatif possible. Alors la première difficulté finalement à laquelle on ne s'attendait pas forcément lorsque on a démarré ces entretiens, c'est que finalement c'est un sujet qui est peu questionné. Alors même si la thématique au fur et à mesure des entretiens est apparue comme assez fondamentale, elle a suscité une certaine surprise, voire une certaine incompréhension des personnes questionnées au tout début. Alors finalement, une fois cet effet de surprise passé, il y a un certain nombre de ressentis très personnels qui sont ressortis et qui nous ont permis finalement de définir les différentes dimensions du territoire. Alors c'est évidemment un sujet qui est éminemment personnel. D'ailleurs, vous avez pu vous rendre compte à travers les réponses du micro-trottoir, la perception du territoire est évidemment liée à une sorte de construction personnelle, à un parcours de vie, à son parcours de vie. Elle résulte également d'une certaine condition sociale, de la profession qu'on a pu exercer. C'est également une perception qui est immédiatement liée à son niveau d'autonomie et à sa capacité de se mouvoir dans le territoire. D'ailleurs, ça a été également abordé dans le micro-trottoir. La mobilité, l'accessibilité des territoires, que ce soit en ville ou à la campagne, est un élément crucial. On l'a vu également au cours des entretiens. Cette notion de territoire a considérablement évolué au cours des dernières décennies. La plupart des personnes que l'on a interrogées, beaucoup d'entre elles en tout cas, avaient vécu toute leur vie sur un seul et même territoire. Et avec leur famille, c'est-à-dire que toutes les générations vivaient dans le village ou dans le quartier, ce qui est évidemment beaucoup moins le cas aujourd'hui, avec notamment l'émigration vers les villes. Maintenant, les enfants, les petits-enfants sont amenés à déménager loin des parents et des grands-parents. Donc on observe une explosion des distances et un éclatement géographique des réseaux familiaux et relationnels. Donc ça, c'était un premier point. Ensuite, on a évidemment une définition géographique du territoire. Et là, on se rend compte finalement que plus l'autonomie et la mobilité sont importantes, plus le territoire de référence qui est cité spontanément est large. Et à l'inverse, effectivement, moins on est autonome, plus le territoire se rétrécit. À tel point d'ailleurs que les personnes qui vivent aujourd'hui en maison de retraite, leur vision du territoire se limite à l'établissement. Alors ensuite, pour les personnes, le cadre de référence qui est cité spontanément, c'est bien celui de la commune. Puisque c'est effectivement l'échelon privilégié à la fois pour les déplacements du quotidien, également pour entretenir, rester en contact avec ses voisins, avec les commerçants. Et c'est également le périmètre dans lequel s'inscrivent les activités qui rythment la journée et la semaine, avec un certain nombre de points de repère et des lieux de sociabilité fréquemment cités, notamment l'église et les cafés.
C'est également un territoire relationnel. Ça, c'est une notion qui est apparue comme fondamentale. Le territoire où l'on se sent bien, c'est avant tout le territoire où on garde des liens sociaux forts avec ses amis et sa famille. Et plus finalement ces liens disparaissent du fait de déménagement ou de disparition de personnes, et bien plus cet attachement au territoire se délite. Et c'est aussi un territoire, c'est aussi le creuset d'une identité. Alors là aussi, c'est quelque chose qui est ressorti de manière très forte, notamment dans les territoires où il persiste une certaine tradition culturelle, où l'on peut continuer à participer à des fêtes, à des célébrations culturelles et traditionnelles, y compris religieuses. Ce qui permet vraiment de rester complètement inclus finalement et acteur de ce territoire. Pardon. Alors on le voit également lorsqu'on a interrogé à la fois les professionnels, les élus et les représentants d'associations. Le territoire de la commune reste là aussi celui qui est largement plébiscité. C'est le cadre de référence, notamment pour les directeurs d'établissement, le personnel soignant ou d'animation. Donc c'est vraiment le cadre d'échange avec toutes les personnes finalement qui interviennent autour des personnes âgées. C'est également l'échelon de prédilection qui est cité pour tout ce qui est justement organisation de l'accompagnement des aînés et le maillage au sein duquel le personnel des maisons de retraite essaie au mieux d'insérer les résidents, notamment en organisant alors évidemment des sorties, mais également en tentant de faire entrer l'extérieur, donc l'échelon local, à l'intérieur des établissements. Alors, autre point extrêmement important qui a été relevé et qui a également été évoqué dans le micro-trottoir, ce sont les problèmes d'accessibilité et de mobilité des personnes. En effet, dans les entretiens est ressorti la non-adaptation de la voirie, du mobilier urbain, ce qui constitue finalement un obstacle majeur à l'intégration des personnes âgées sur leur territoire. La ville peut finalement, pour les personnes qui ont vraiment du mal ou une certaine appréhension à sortir de chez elles, être considérée comme un véritable parcours d'obstacles. La largeur des trottoirs qui n'est pas adaptée, l'absence de bancs, le manque de toilettes publiques, le manque de rampes, le déficit d'accessibilité des lieux publics, etc. Ce qui fait que finalement, tout ce qui rend attrayant un territoire, c'est-à-dire la proximité, évidemment, des commerces, des services de proximité et surtout des services de santé, eh bien, est rendu inopérant, on va dire, par ces problèmes d'accessibilité et de mobilité. S'agissant de la mobilité, beaucoup ont précisé que ces solutions de mobilité existent, et notamment des solutions de mobilité existent dans certains territoires adaptés aux personnes âgées. Le problème, c'est que la communication se fait très mal, donc que les principaux intéressés sont mal informés des solutions qui existent, ou que parfois, le fait de pour pouvoir y accéder, il faut remplir un certain nombre de démarches qui peuvent paraître trop compliquées à mener pour les principaux intéressés. Alors, il y a également des lieux auxquels on n'avait pas pensé. Alors ça aussi, je pense que c'est peut-être une affaire de génération, mais les cimetières sont souvent éloignés des villes et les aînés ont souvent cité la difficulté pour eux, en fait, d'accéder à ces lieux qui sont très importants, des lieux de recueillement et de souvenirs auxquels, effectivement, aujourd'hui, ils ont de plus en plus de mal à accéder. Donc on le voit sortir, c'est une demande, voire vraiment une exigence ou un droit, notamment pour les plus valides, alors y compris évidemment en établissement. La liberté d'aller et venir est bien perçue comme un droit par les résidents qui habitent dans ces établissements. Ils revendiquent ce droit à sortir librement pour entretenir leur santé physique, cognitive et psychologique.
Alors, ça dépend des personnes. Il y en a simplement, c'est pouvoir faire un petit tour autour de l'établissement sans forcément s'éloigner pour prendre l'air. Pouvoir aussi continuer à garder le lien avec sa vie d'avant, pouvoir sortir dans des commerces de proximité pour pouvoir réaliser des petits achats. C'est un véritable acte finalement d'autonomie et des moments de lien social importants avec les commerçants du quartier. Et c'est pouvoir continuer aussi de fréquenter ces lieux de convivialité que j'évoquais tout à l'heure, et notamment les cafés qui sont ressortis comme des lieux importants à pouvoir continuer à fréquenter. Les résidents les moins autonomes apprécient et plébiscitent également les sorties collectives qui sont organisées, alors soit de manière régulière dans un rayon proche, mais aussi de manière plus occasionnelle, notamment à l'occasion de repas à l'extérieur, de sorties culturelles, mais aussi celles qui reviennent régulièrement, qui s'inscrivent finalement dans un calendrier annuel et qui sont attendues véritablement par les résidents, comme les fêtes de Noël, l'organisation des marchés de Noël auxquels ils contribuent d'ailleurs, les fêtes religieuses, les carnavals, différentes excursions estivales, notamment de plus en plus d'établissements organisent des séjours de vacances de quelques jours. Alors ça peut être dans des campings au bord de la mer, ça peut être également des échanges entre établissements qui s'organisent de plus en plus. Donc finalement, ce sont autant de lieux et d'occasions qui permettent de continuer à se sentir intégrés dans le territoire dans lequel la maison de retraite est implantée et dans lequel les résidents vivent. Et finalement, une façon pour eux de ne pas être simplement vus comme faisant partie de la communauté du troisième âge. Alors ça aussi, ça ressortit assez fortement dans les verbatims à l'occasion des entretiens. C'est qu'ils en ont assez qu'on leur propose des sorties au club du troisième âge d'à côté, parce que se retrouver entre personnes âgées, finalement, c'est pas ça qu'ils souhaitent. Ils souhaitent vraiment qu'on leur propose des activités avec des gens de tous âges et pas qu'ils soient catégorisés troisième âge. Alors, lorsque les sorties sont compliquées, parce qu'il faut quand même être conscient des difficultés, notamment pour les personnes les moins autonomes qui ont du mal à se déplacer. Donc, les difficultés pour les établissements d'organiser ces sorties, alors notamment pour les plus fragiles, aussi parce que, il existe finalement peu de lieux qui permettent d'accueillir des personnes âgées en perte d'autonomie, et qu'il y a aussi des résidents qui sont très réticents à vouloir participer à ces sorties parce qu'ils sont fatigués, parce qu'ils anticipent leurs difficultés et qu'ils ont peur de cette journée finalement en dehors de l'établissement. Donc l'un des défis majeurs des maisons de retraite consiste finalement à faire entrer aussi l'extérieur, à faire entrer la vie dans les établissements, de façon à ce qu'on démontre et qu'ils voient et qu'ils participent qu'il se passe des choses, que c'est un lieu de vie qui est complètement intégré dans son territoire. Donc il y a un certain nombre de bonnes pratiques qui sont remontées et qui ont été là aussi plébiscitées, à la fois par les résidents, également par les animateurs, les directeurs d'établissements. Parmi ceux-là, vous voyez l'ouverture des repas aux personnes extérieures, et alors notamment dans les pays du nord de la France, où beaucoup d'établissements ont finalement des brasseries qui ont une double ouverture, une ouverture à l'intérieur de l'établissement et une ouverture à l'extérieur, dans lesquelles la population évidemment de l'établissement vient prendre ce repas, mais également les professionnels et les gens qui travaillent à côté et puis qui vivent également au domicile. Donc c'est vraiment un restaurant de quartier où tout le monde vient partager un repas.
c'est évidemment la création de rendez-vous réguliers avec un aspect là aussi culturel fort. On le voit, de plus en plus d'établissements organisent des expositions, des conférences, des pièces de théâtre, des ballets, voilà. Enfin, beaucoup d'événements culturels sont organisés et sont plébiscités. C'est également la possibilité d'organiser des fêtes culturelles à l'intérieur même de l'établissement. Alors là, on avait notamment l'exemple en Italie des fêtes religieuses avec les processions qui finalement font une halte dans la maison de retraite. Donc, ce qui permet là aussi à tous les résidents de continuer encore d'être vraiment acteurs et intégrés à ces processions auxquelles ils ont toujours participé avant d'entrer dans l'établissement. Tous ont vraiment cité finalement cette spirale vertueuse. Donc les plus actifs, les établissements les plus actifs qui organisent, qui font vraiment entrer l'extérieur ainsi dans leurs établissements, citent les bienfaits sur le bien-être et la satisfaction des résidents, le moral et la motivation des professionnels et évidemment le rayonnement extérieur de la maison de retraite. Alors, ensuite, il y a un point également, alors qui fait le lien avec l'étude qu'on a menée l'année dernière sur l'utilité, mais qui est ressorti aussi, c'est que finalement, on a une bonne perception de son territoire quand on en continue à être un acteur et qu'on a une utilité, qu'on peut apporter une utilité au territoire et aux personnes qui la composent. Alors spontanément, évidemment, que ce soit les élus, les représentants d'associations citent les personnes âgées les plus autonomes, celles qui vivent à domicile, comme vraiment des acteurs importants de la vie associative, du bénévolat, dans les territoires, mais on ressent que finalement tous les résidents les moins autonomes sont peut-être mis de côté et ne sont pas perçus comme des personnes pouvant continuer à apporter leur connaissance, leur savoir et à transmettre finalement leur histoire à la population. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui a été mis en avant dans les entretiens. C'est cette volonté de pouvoir continuer à démontrer tout ce qu'on est encore en capacité de faire, de continuer à vouloir transmettre un certain nombre de choses. Donc c'est une reconnaissance importante d'être vue comme partie prenante de la collectivité et d'être perçue comme telle par les décideurs locaux. Donc on le voit, il y a des coopérations. Alors là, c'est très variable en fonction des territoires et c'est aussi évidemment des questions de personnes. Donc il y a des territoires où cela fonctionne parfaitement bien, où les établissements sont complètement intégrés, où les résidents sont sollicités et participent à des événements. Et à l'inverse, dans certains autres territoires, les professionnels ont fait état plutôt d'une politique publique ou locale organisée en silo, dans laquelle effectivement les collectivités concentrent leur action sur les seniors qui vivent à domicile et en occultant finalement les résidents qui vivent en établissement. Et dans ce cas, effectivement, les maisons de retraite apparaissent un petit peu comme l'angle mort de l'action des politiques locales à l'attention des seniors. Donc rapidement, en conclusion, donc on perçoit bien l'importance de créer des relations plus étroites et systématiques avec l'ensemble des acteurs présents sur les territoires, les professionnels, les associatifs, mais aussi les élus locaux. Que c'est un véritable enjeu pour les établissements de se positionner comme acteurs de leur territoire pour ne plus être vus justement comme des lieux fermés ou à part. Donc à la fois en sortant, en organisant des sorties régulières avec les établissements, mais en faisant rentrer l'extérieur comme on l'a évoqué, avec une fréquence régulière
pour vraiment créer cette habitude, un rendez-vous attendu et devenir finalement incontournable. Et une cause commune, mais je pense que c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'aborder au cours de la table ronde, c'est les questions évidemment de mobilité et d'accessibilité qui sont revendiquées au même titre d'ailleurs que les acteurs du handicap pour intégrer le mieux possible les âgés dans les territoires. Voilà, je vous remercie de votre attention. Alors l'enquête est très très riche. Là, ce n'est qu'une synthèse qui vous a été présentée. Le rapport global sera mis en ligne très prochainement sur le site de la Fondation. Donc vous pourrez à la fois consulter l'ensemble des enseignements et avoir accès également à des verbatims très intéressants, des témoignages que l'on a pu recueillir au cours de ces entretiens. Je vous remercie de votre attention et je vois que Serge est arrivé, donc il va pouvoir prendre la suite. Merci. Ah bon, il y avait un suspense. Mes hommages du soir aux unes et bonsoir aux uns. Désolé, j'étais sur un plateau pour parler des retraites. Vous savez, c'est un petit sujet en ce moment, un peu, voilà. Et ça a pris un peu plus de temps. Enfin, la réforme des retraites, d'ailleurs, va prendre un peu plus de temps. Mais c'est un autre sujet. Alors, ce rapport, cette étude, tout ça, ça vient aussi du fait qu'il y a un petit moment, on s'est dit, la question du territoire, quand même, elle est absolument majeure. Alors, vous avez un discours, vous avez une idéologie du mouvement, vous avez les thuriféraires de la modernité, vous avez les bien-pensants du progrès, vous avez tout ça qui vous explique qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de bassin de vie, il n'y a plus de villages, tout ça n'existe plus. Vive les aéroports, vive les avions et bougeons tout le temps. Et puis, il y a la réalité. Les femmes et les hommes qui vivent de tous les âges, et en particulier les gens âgés. Et on s'était dit, mais voyons un petit peu tout ça. Regardons ce qu'il en est réellement. Et cette étude, elle est partie de là. Et vous avez vu la synthèse qu'en a fait Aude, c'est la question du territoire et entre autres, la question des communes. Ça tombe bien vu la période où on se rapproche assez fortement des élections municipales. Et vous avez remarqué d'ailleurs combien la question des aînés est présente dans ces élections municipales. Vous avez remarqué que chaque jour, on en parle, que chaque candidat a quelque chose sur ce sujet-là, et que vraiment, c'est extrêmement important. Donc, ce qu'on voulait, c'était s'interroger, réfléchir autour de tout cela. Alors, on va y réfléchir d'abord avec trois acteurs, trois personnes qui sont, je dirais, les mains dans le cambouis sur ce sujet-là. Et puis ensuite, Myriam El Khomri nous a rejoints et interviendra, mais après, et un petit peu... j'en reparlerai après, mais aussi de donner son regard, sa vision autour de tous ces éléments-là. Et puis après, on a plein d'autres choses qui vont se passer. Ça va être une soirée magnifique. Elle se termine vers 23h30, à peu près, hein, je dis pour les gens. Voilà. Mais il reste toujours des vélos. Il y a plein de vélib partout, donc on peut rentrer sans aucune difficulté. Alors, je vais d'abord demander à nos trois invités prestigieux de bien vouloir me rejoindre. Valérie Egloff. Valérie Egloff, d'abord, c'est quelqu'un de bien. Ça arrive, donc il faut le dire. Ensuite, Valérie, alors à la fois, elle est sur les questions du vieillissement comme élue locale, maire adjointe de la ville du Havre, et puis au conseil régional, où elle a porté d'ailleurs la création du Gérontopole. Et puis, Valérie, c'est quand même, vous savez, parfois on dit « Ah, les politiques, tout ça ». Valérie, elle est en même temps infirmière et infirmière de nuit. Donc ça finit par faire quand même des journées assez denses. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il y a plein de sujets, et elle sait très bien de quoi on parle. Donc ça permet aussi d'avoir un regard un petit peu différent. Mademoiselle Valette, si vous voulez bien me rejoindre. Armand, c'est une docteure en psychologie sociale. Elle travaille à la fondation I2ML qui se trouve à Nîmes et dont le délégué général est juste avec nous. Il nous fait l'honneur d'être présent ce soir. Et puis, elle a fait toute une étude, on va y revenir, juste sur un petit coin. Parce que là aussi, la France, c'est aussi un puzzle d'une certaine manière. Il y a aussi plein d'endroits. Et parfois, d'un canton à l'autre, de quelques centaines de mètres à l'autre, on ne vit pas la même chose. Et donc, elle a fait tout un travail sur le pays gardois, et on y reviendra tout à l'heure. Et puis, Pierre-Olivier Lefebvre, qui est délégué général de Ville Amie des Aînés, qui a été, il y a quelques années, maire de Neuilly-les-Dijon. D'où mes cheveux blancs. Et alors, avec Pierre-Olivier, on se connaît depuis longtemps parce qu'on était dans le même club de basket il y a... tu te souviens ? Avant de faire de l'aquaponie. Ah, exactement, voilà. Et c'était... Alors, c'était vachement sympa parce que je me mettais sur ses épaules pour mettre le ballon là où il fallait le mettre. Comment ça s'appelait le truc qu'il fallait le mettre ?
Un panier, merci. Voilà. Et Pierre-Olivier Lefebvre, donc c'est aussi ce regard-là, à la fois du réseau francophone Ville Amis des Aînés, et puis lui-même élu et travaillant dans les collectivités territoriales. Vous voyez que dans le genre, on n'est pas parisien, on est quand même pas mal. C'est-à-dire que le vieillissement, la société à longévité, ce sont les métropoles, bien évidemment. C'est Paris, c'est la région parisienne, mais c'est aussi toute la France. Et je rappelle que s'il y a à peu près 25% de la population en France aujourd'hui qui a plus de 60 ans, on monte plutôt à 30%, voire parfois à 40, 50, 60, 70% dès qu'on sort des grandes métropoles. Donc c'était aussi important, alors on a une grande métropole avec Le Havre, mais c'était aussi important d'avoir des territoires comme ça plus différents. Alors, première question toute bête aux unes et à l'un, je commencerai avec Valérie, c'est ce qui a été présenté, à la fois le micro-trottoir et puis toute l'analyse qui a été présentée avec Aude. Quels sont... Alors, il est taquin, il a même caché les micros. Non mais c'est fou quand même. Voilà. Tu prends le rose pour les filles. Je n'ai pas regardé et puis je suis un peu peut-être à l'ancienne. Et voilà, donc c'était peut-être d'abord simplement une réaction par rapport à ce qui a été dit, à la fois en termes de confirmation, surprise, enfin ce que tu as envie. Bonsoir d'abord. Merci de m'avoir invité à participer à ce plateau. Effectivement, plutôt une confirmation et on est rassuré en même temps, justement, à quelques semaines de municipal, de se dire qu'effectivement, c'est quand même la sphère de la ville, je dirais même selon la taille de la ville, la sphère du quartier qui est importante, là où effectivement, là où on se loge, là où on se déplace, là où on cherche les services, les commerces, l'accès à la santé, là où on va chercher la culture, les loisirs. Donc effectivement, c'est à l'échelle de la commune, ça me paraît assez logique et c'est très bien que ça soit aussi la logique de ceux qui ont été interrogés. D'ailleurs, on enverra ce document à un certain nombre à la Saison des maires de France ou à ce type d'acteurs pour en effet leur donner confirmation si certains n'avaient pas pris conscience. Alors, même question à Armance, aussi, juste là-dessus, avant de rentrer plus dans le fond, simplement ta première réaction par rapport à tout cela. Bonsoir à tous, merci également pour l'invitation. Effectivement, plutôt une confirmation, hein, après sans dévoiler ou spoiler un petit peu ce que je vais avoir l'occasion peut-être de vous expliquer tout à l'heure. Effectivement, on s'aperçoit que même sur un petit territoire comme le Gard, et notamment la Petite Camargue, on retrouve des éléments tout à fait communs à des questionnements beaucoup plus européens. Donc finalement, on s'aperçoit que voilà, il y a beaucoup de liens et de consensus finalement dans le discours des personnes âgées, même si après sur certains détails on peut avoir des aspects beaucoup plus subjectifs et peut-être culturels, mais je ne vais pas encore trop dévoiler l'identité gardoise pour le moment. Elle crée le suspense. Puis vous avez vu, hein, cette diversité générationnelle spoilée, hein, ça met tout de suite, voilà. Pierre-Olivier, on traduira spoiler après, hein, c'est pas important. Merci, parce que voilà. Mais en fait, je m'occupe d'un réseau francophone parce que je parle pas anglais. Hein, oui, donc, en plus. Mais donc pareil, première réaction simplement à ce qui a été présenté. Non, je dirais que ce qui est intéressant, c'est de voir que les réflexions qu'il y a autour de la question des maisons de retraite est la même que le reste des habitants. Quel que soit leur âge, c'est les gens cherchent leur place sur le territoire et se questionnent sur leur rôle. Ça c'est intéressant parce que du coup ça veut dire que c'est pas une question du grand âge, c'est une question de la société et ça veut dire que on a toutes les chances en répondant à l'ensemble des générations de trouver des réponses pour les habitants des maisons de retraite, et je prends à dessein le terme d'habitants et non pas de résidents, parce que peut-être que le changement de regard pour le territoire, pour les élus, c'est de considérer les gens, où que soit leur lieu de vie, comme un lieu de citoyenneté, un lieu d'habitat, de résidence, mais dans le sens plein du terme, et non pas d'avoir d'un côté des structures, et ce qui évitera aussi d'opposer le domicile à la vie en établissement, mais plutôt de regarder le parcours de vie individuel des gens. Donc ça, c'est intéressant. Sur le micro-trottoir, j'ai trouvé un certain nombre d'idées reçues, mais qui sont récurrentes, sur cette idée que la longévité en fait est assez peu digérée personnellement, et on parle toujours du vieillissement pour les autres, mais pour soi on a entendu, quel que soit l'âge, des gens qui témoignaient que le vieux c'était l'autre. Or ça, on le sait que c'est une des questions qu'on a sur une collectivité, c'est que comment répondre pour l'ensemble des habitants, et en même temps comment faire en sorte que chacun se dise c'est aussi fait pour moi quand on n'a pas digéré cette question de la longévité. Et je pense que pour les territoires,
une des ressources, c'est peut-être de repositiver la question de l'avancée en âge, on l'a entendu dans l'enquête, de se re-questionner sur le fait qu'il y a de la valeur ajoutée chez les habitants âgés et que c'est ça qui permettra d'avancer. Après, dernier petit détail, c'est régulièrement aussi cette opposition entre le rural et l'urbain. Nous, on observe sur les territoires qu'en fait, c'est souvent les mêmes questions qui sont posées, ces questions de mobilité, ces questions d'accès, mais les réponses sont différentes. Voilà, mais n'opposons, au même titre qu'il ne faut pas opposer le domicile à l'établissement, il ne faut pas opposer le rural à l'urbain, parce qu'en fait, on est bien là où on a décidé de vivre. Ça, c'est une belle formule qui sera reprise sur les réseaux sociaux enflammés. Alors, Armance, peut-être, on va rentrer justement sur l'étude que tu as faite, et peut-être d'abord de rappeler, parce que cette structure, la Fondation I2ML, est extrêmement originale. Il n'y en a pas deux. Hein. Et donc, c'est très ancré justement sur un territoire. La notion de territoire de longévité, là, on la vit très, très concrètement. Donc, en quelques mots, la Fondation I2ML, et puis ensuite, un petit retour sur l'étude qui a été faite. Je crois qu'il y a quelques exemplaires ensuite qui seront là, et qui pourront être diffusés. Alors je parle sous couvert du grand chef, hein, mais donc la fondation I2ML, donc, qui est dirigée par Jean-Marc Blanc, qui est ici présent. Donc en fait, c'est la fondation partenariale de l'Université de Nîmes. Donc elle a la particularité d'être à la fois une fondation de recherche, puisqu'elle est rattachée à l'université, et à la fois une fondation qui est pleinement intégrée dans des préoccupations extrêmement concrètes, puisqu'elle travaille essentiellement avec les conseils départementaux, des industriels, des mutuelles, etc., etc. Donc on a un panel en fait de partenaires avec lesquels on est amené à travailler, qui nous permet de nous intéresser à la population âgée de manière générale sous tout un tas d'angles différents, à la fois sous un angle humain, mais également sous un angle en tant que finalement, est-ce que la personne âgée n'est pas la plus experte pour dire ce dont elle a besoin, ce dont elle a envie, là où elle a envie de vivre. Et donc c'est vraiment la philosophie qui est menée au sein de la Fondation, c'est de toujours s'intéresser à l'individu, en tant qu'individu, en tant qu'usager d'un service, en tant qu'usager d'un transport, en tant que citoyen d'une commune, etc. Donc très rapidement, peut-être pour enchaîner sur l'étude dont Serge m'a demandé de parler. Donc effectivement, j'ai ramené quelques exemplaires de présentation si certains sont intéressés. Donc c'est une étude qui a été financée dans le cadre d'un projet CFPPA. Donc CFPPA, c'est la conférence des financeurs, pour la prévention de la perte d'autonomie. Donc c'est un projet qui a duré un peu plus d'un an, de fin 2017 jusqu'à début 2019, et qui nous a permis d'aller à la rencontre de personnes âgées gardoises, et plus principalement sur un territoire qu'on appelle la Petite Camargue. Donc très rapidement, en fait, vous imaginez la ville de Nîmes et vous descendez jusqu'au sud, jusqu'au bord de mer. C'est ce territoire-là qu'on appelle la Petite Camargue. L'objectif, ça a été d'aller rencontrer des personnes âgées qui habitent à domicile. Donc on les a rencontrées sous forme d'entretien, pendant lesquels on a également diffusé un questionnaire et une carte mentale. Et l'objectif de cette étude était d'aller questionner les individus sur pourquoi vous avez choisi de vieillir ici, et est-ce que vous y vieillissez bien, et si oui, pourquoi, sinon, pourquoi. Donc principalement, au cours des entretiens, la question vraiment fondamentale qui a été posée, ça a été de demander aux gens, pour vous, bien vieillir, ça veut dire quoi ? Parce que c'est vrai qu'on a un peu cet objectif, hein, il faut à tout prix réussir à bien vieillir, comme si on pouvait échouer dans son vieillissement. Donc finalement, on s'est dit, après tout, est-ce qu'on n'irait pas demander quand même aux principaux intéressés, c'est-à-dire ceux qui effectivement sont actuellement en train d'avancer en âge, sont passés à la retraite, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a 3 indicateurs vraiment principaux qui sont présents dans le discours des personnes âgées. Le premier, ça va être effectivement la question de la santé. Alors vous allez me dire, ouais, super... tout ça pour ça, mais en gros c'est un peu plus subtil dans le sens où certes c'est être en bonne santé à la fois physique, mentale, etc. Mais c'est surtout parce que la santé va permettre à la personne de continuer à pouvoir faire ce qu'elle veut faire, de pouvoir continuer à recevoir chez elle si elle le souhaite, de pouvoir continuer à se déplacer, à voyager, à aller faire ses courses par elle-même sans être accompagnée forcément par quelqu'un, sans penser à déménager dans un logement plus adapté ou à déménager dans une maison de retraite, ni quoi que ce soit. Donc certes, c'est la santé, mais la santé pourquoi ? Parce qu'elle va me permettre, si elle est là et qu'elle est bonne et qu'elle est avec moi, cette santé, elle va me permettre de pouvoir faire ce que j'ai envie de faire. Le deuxième indicateur du bien vieillir qui est ressorti très nettement, c'est effectivement la sphère sociale. Alors là, pareil, ça paraît assez évident, mais c'est vraiment la question des enfants, principalement, qui est ressortie quand on creuse un petit peu. C'est vrai que la relation aux enfants
est particulièrement importante pour les gens qu'on a pu rencontrer, dans le sens où finalement, peu importe à la rigueur la proximité géographique ou non des enfants, l'important c'est que la personne considère comme qualitative la relation qu'elle entretient avec ses enfants. C'est-à-dire que le lieu géographique de l'enfant n'importe peu finalement si la relation est jugée par la personne âgée comme étant satisfaisante, quels que soient les moyens de communication qui sont mis en place s'il y a besoin. Et enfin, le troisième élément, c'est ce qu'on a appelé la notion de faire face. Donc en fait, c'est un peu une notion particulière dans le sens où on s'aperçoit dans le discours que les personnes considèrent que pour continuer à bien vieillir, donc ok, elles sont en bonne santé, elles ont un entourage, des relations sociales, elles sont en bon terme avec leurs enfants, mais aussi il y a cette notion de faire face qui est un peu comme une prise de conscience, de se dire ok, j'avance en âge, je m'aperçois par exemple que quand je conduis la nuit, j'y vois un peu moins bien, ou le matin, je mets un peu plus de temps à me lever, etc. Et c'est la notion d'acceptation de ça, c'est-à-dire de prendre conscience qu'il y a certaines choses effectivement qui changent, en bien, en mal, ça peu importe, c'est extrêmement personnel. Mais la question, c'est d'en avoir conscience, de l'accepter, et surtout, le plus important, c'est de réussir par soi-même à trouver des solutions. C'est-à-dire que la demande d'aide n'est pas forcément vécue positivement ou négativement, mais l'important, c'est que la personne, par elle-même, trouve les ressources dans son environnement physique ou social, environnemental, qu'elle trouve par elle-même les ressources de continuer à faire comme elle en a envie. Donc cette notion de faire face est vraiment très importante et elle est étroitement liée aux deux premières. Merci. En écoutant la notion de faire face, ça faisait penser à la formule d'Erving Goffman, qui est un grand sociologue, qui disait « sauver la face ». Et finalement, ce dont on a besoin, quel que soit nos âges pour le coup, c'est sauver la face, être en situation de... Alors, si on continue, Pierre-Olivier, ce qui a été mis en avant, c'est que finalement, les gens ont envie, besoin de sentir en capacité de sortir, soit sortir de chez soi ou sortir d'une maison de retraite. Et donc, finalement, il y a la question des mobilités. C'est un des sujets absolument majeurs. Comment, sur un territoire, les mobilités sont possibles. Et du coup, en quelques mots, je précise en quelques mots, ce garçon a tendance à la fois comment on peut mettre en place des solutions qui fonctionnent, et puis puisqu'il y a plus de 150 villes aujourd'hui adhérentes au réseau francophone Ville Amie des Aînés, peut-être un ou deux exemples de bonnes pratiques autour de cette question-là, d'accompagner, de favoriser les mobilités. Combien de minutes ? 2. Ah, ça va être dur. Bien, donc l'enjeu, c'est déjà de comprendre que la première mobilité pour les âgés, c'est les pieds et non pas les transports en commun. Et ça, c'est souvent une confusion que font les élus quand on parle de mobilité. Et donc, ça veut dire que la question de la voirie qui a été soulevée dans l'enquête, elle est importante. Nous, dans les recommandations qu'on donne, c'est de, par exemple, assurer un contraste entre l'enrobé et le granit du trottoir. Ça peut paraître très bête, mais si vous le faites à chaque fois que vous faites une rue, vous verrez la marche et ça servira à tout le monde, même à toi quand tu regardes ton téléphone en courant pour nous rejoindre. Toute la subtilité en fait de ces améliorations, c'est de faire des choses qui sont au bénéfice des âgés sans dire que c'est fait exprès pour les aînés, parce que la question est pas là. Mais c'est aussi, par exemple, moi je me suis battu avec une municipalité parce qu'ils avaient décidé de mettre une piste cyclable sur le trottoir et à contresens, comme la réglementation le permet, et il y avait un EHPAD qui était devant. Et du coup, il a fallu presque que je mette un stop avec un tracé parce que les vieux, ils s'arrêtaient, ils regardaient comme ça. Donc c'est aussi d'avoir cette question du bon sens de l'usage dans la proximité. Pour pas simplement se dire on applique un schéma cycliste, on applique un schéma de déplacement urbain, mais qu'on regarde les utilisateurs et le seul moyen d'y parvenir, c'est en fait de travailler avec les habitants âgés pour qu'ils nous disent comment eux, ils utilisent les choses. La mise en place, par exemple, de navettes, c'est quelque chose qui fonctionne bien, entre autres quand on va au cimetière, pour peu qu'on mette les arrêts au bon endroit. Et ça, la difficulté, c'est que c'est des choses qui s'anticipent 2, 3, 5 ans en avance, parce que refaire un plan de transport en commun avec des arrêts de bus au bon endroit, c'est pas le même trottoir, c'est pas la même montée, il y a tout un tas de contraintes techniques qui font que c'est pas en disant yak à faucon.
et c'est en formant les techniciens. Et le premier travail qu'ont les collectivités à faire, c'est en fait de faire comprendre que le vieillissement, c'est pas que le CCAS, que c'est pas que l'EHPAD. Et moi, je suis pas tout à fait d'accord avec une des choses qui a été dit en disant les élus vont voir que les habitants qui vivent à domicile et pas les établissements. Les élus, malheureusement, trop souvent, ils vont 1 ou 2 fois dans l'année dans l'EHPAD pour distribuer le colis, la galette ou dire bonjour, et trop souvent ignorent en fait l'usage des habitants âgés, qu'ils soient en EHPAD ou à domicile, parce que les demandes qu'on a entendues là, elles sont les mêmes. Donc ça, c'est essentiel. Et c'est vrai que quand on refait un plan de circulation de transport en commun et qu'on met l'arrêt de bus devant la maison de retraite, ça sert autant aux habitants âgés pour sortir, mais ça sert aussi à leur entourage pour venir sans se dire qu'il y a une pénibilité supplémentaire. Donc c'est ces questions-là qu'il faut arriver à penser. C'est ces questions aussi de temporisation, dernier exemple, des feux rouges. Parce que aujourd'hui, quand on marche lentement, un feu rouge, c'est trop rapide. Et du coup, en fait, on n'ose pas sortir parce qu'on ne se sent pas sécurisé. Donc moi, je suis un militant des secondes qui défilent. Il paraît que ce n'est pas très réglementaire en France, mais on n'a qu'à changer la réglementation s'il faut la changer. Je vous regarde parce que vous avez été ministre, madame, et que vous avez peut-être une influence. Je l'espère, en tout cas. Mais c'est des choses simples, mais qui permettront en fait de re-rendre de la mobilité sans avoir besoin d'être accompagné, d'être tutoré. Car le désir, c'est de continuer, d'aller et de venir sans avoir à demander l'avis à quelqu'un d'autre pour dire « je voudrais faire ceci ou cela ». Ça doit être un complément de quelque chose qui est pensé globalement. D'accord. Dans les termes, c'est aussi, tu as dit, c'est pas penser pour, mais penser avec. Toujours pareil. C'est mieux. L'aîné est un citoyen jusqu'au dernier jour. Et vous remarquerez aussi quelque chose, c'est que ni Pierre-Olivier ni moi ne dirons une seule fois « nos aînés ». C'est un enjeu qu'on s'est toujours porté tous les deux parce qu'ils sont à personne, quoi. Voilà, et qu'il y a une tendance comme ça un peu là aussi à infantiliser les gens. Alors Valérie, on a vu donc la commune, c'est vraiment l'échelon du territoire de vie, quoi. Et on parle de bassin de vie, enfin voilà, on parle de territoire de longévité. Enfin, c'est vraiment l'endroit où je connais. Et donc du coup, une ville comme Le Havre, qui est une ville plus grande, comment justement, très concrètement, comment cette ville et comment toi tu as pu faire en sorte que le plus possible le Havre, qui est aussi membre du réseau francophone Ville Amie des Aînés, a pu très concrètement, je parle vraiment de choses, pas de la grande idéologie, vraiment de comment ça s'est fait concrètement. Y compris d'ailleurs par rapport à un maire qui pouvait ou pas être sensible à ces questions. Alors, moi, au Havre, j'ai connu 4 maires, donc voilà. Ça, du coup, tu es tranquille, il y en a bien un qui a été sensible. Il y en a bien, voilà. J'ai commencé, j'étais adjoint en charge du sujet des personnes âgées et de l'action sociale en 2008. Donc à l'époque, c'était Antoine Ruffnac qui était maire du Havre. Et très vite, en fait, on s'est intéressé. Enfin, moi, personnellement, tu l'as dit, mon métier fait que c'est un sujet qui m'intéresse. J'avais fait mon mémoire d'école des cadres sur ce sujet. Donc voilà, je le porte depuis pas mal d'années. Et donc, quand je me suis investie dans ce mandat, j'ai effectivement voulu d'abord faire un état des lieux de ce qu'était la situation du vieillissement dans notre ville, la répartition des personnes âgées dans les quartiers. Et en fait, c'était assez facile, puisqu'à ce moment-là, le gouvernement avait mis en place un label Bien vieillir, sur lequel la ville du Havre s'était portée candidate. On a obtenu ce label, donc si je ne me trompe pas, c'était en 2010, 11, par là, avant 2012. Et donc ça nous engageait, au titre de ce label, à faire un audit de notre commune, de savoir effectivement la proportion de personnes âgées, ça c'est assez simple, mais surtout de savoir par rapport au quartier, par rapport aux habitudes de vie. Alors pour ceux qui connaissent Le Havre, parce que Le Havre est mondialement connu, bien sûr, mais pour ceux qui ne le connaissent pas forcément, il faut savoir que Le Havre a été totalement détruit en 1944 et que donc il y a une ville nouvelle, aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais qui fait qu'en fait ces quartiers qui sont le centre-ville, le centre entre la mer et la gare, sont de reconstruction des années 50, reconstruction Perret, et dedans beaucoup de gens y habitent depuis les années 60, 70, des gens qui aujourd'hui ont 80 ans mais qui vivent super bien parce qu'ils sont justement dans un centre-ville avec des transports en commun, avec des commerces, avec
une facilité de se déplacer sans avoir besoin de voiture, justement, ce qui est effectivement recherché. Mais ce n'est pas le cas dans tous les quartiers. Et on a d'autres quartiers aussi sur la ville haute, parce que c'est une ville basse, une ville haute, où là, il y a une problématique aussi il y avait une problématique de transport, d'accès à différents services. Donc ça a été en partie réglé en 2012 quand on a mis en place un tramway qui a relié justement la ville haute, la ville basse, qui permet de la ville haute d'aller jusqu'à la plage, par exemple. Mais effectivement, quand on a mis en place le tramway, on a réfléchi où mettre les arrêts, la hauteur des quais, enfin des choses évidentes, mais pas si évidentes que ça, parce qu'effectivement, moi, en tant qu'élu en charge des vieux, j'aime bien dire ça, mes collègues, ils nous disaient un peu, ouais, Valérie, tu nous gonfles avec tes vieux, quoi. Mais leur dire, oui, mais vous faites le tramway, pensez que, voilà, il n'y a pas que des jeunes, et de toute façon, même pour les jeunes, pour les mamans avec des poussettes, pour les gens en fauteuil, enfin, pour tout le monde, c'est important, effectivement, et c'est ce que tu disais, adapter la ville pour les aînés, c'est l'adapter pour tous, quoi. Et c'est ça aussi qui reste encore un peu à faire passer comme message, quoi. En tant qu'élu, des fois, on a du mal avec notre collègue en charge justement de la voirie, ou en charge du sport, ou en charge de la culture, de lui dire que ton truc, c'est aussi pour tout le monde, quoi. Et donc, voilà, associe-nous. Et c'est un peu des fois le défaut dans les villes, et c'est peut-être aussi les défauts dans les gouvernements, c'est de faire chacun en tuyau et pas de penser à travailler avec les autres. Donc, ça s'améliore, heureusement, mais il y a encore des progrès à faire. Et puis, il y a aussi une dimension qui est apparue, c'est que les villes, aujourd'hui, il y a beaucoup de compétences des villes qui sont devenues des compétences intercommunales. Entre autres, le transport, c'est une compétence, nous, de la communauté urbaine. Le logement aussi, donc dans un PLH, dans un programme local de l'habitat, on a inscrit en 2015, à l'époque c'était la CODA, la volonté d'avoir 20% de logements adaptés pour les seniors dans les nouveaux logements. Bon, alors c'est pareil, il faut pousser, quoi, hein. Les bailleurs, là aussi, c'est quoi des logements pour des vieux? Bon, il suffit de mettre l'ascenseur, quoi, ou il suffit de retirer la baignoire et de mettre une douche. Non, c'est pas que ça. Donc on s'est engagé, la ville du Havre s'est engagée dans ce problème, dans cette question de l'adaptation du logement, et on a mis en place un dispositif porté par le CCAS qui propose à toute personne de plus de 60 ans d'avoir la visite chez elle d'un ergothérapeute qui va lui faire les bonnes préconisations, ce qu'il faut changer, pas changer, adapter son logement pour le rendre plus sûr, plus sécurisé et y rester plus longtemps. Alors, ce dispositif, il s'appelle le Sherpa, mais j'aime bien le dire parce que je l'aime bien, ce mot-là. Voilà, c'est votre guide de montagne. Et pour finir le parcours de la vie, des fois, on a besoin d'un guide. Et donc, le service Havrais d'évaluation des risques chez la personne âgée. Et concrètement, donc, ce dispositif, au bout de quelques années, on s'est même rapidement, au bout d'un an, on s'est aperçu que les gens avaient aussi du mal à se projeter. Quand on vous dit, faut retirer le tapis, faut retirer ici. Ouais, j'ai pas envie que ma maison devienne un hôpital. Donc, votre truc, c'est bien gentil, mais ça ressemble à quoi? Non. Donc, on s'est dit, il faut compléter ce dispositif avec un appartement témoin. Alors, on aime bien les appartements témoins. Ouais, on a celui d'Auguste Perret. Mais maintenant, on a aussi une maison témoin, donc, qui s'appelle la maison Dahlia, parce qu'elle est dans un quartier du Havre qui est une cité des fleurs, sur la ville haute. Applemont, qui était Applemont, comme l'appelaient les Canadiens quand ils sont venus après la libération du Havre. Je vous fais un cours d'histoire en même temps. Et cette maison, donc, elle a vu le jour grâce à un bailleur social qui a joué le jeu avec nous, qui est dit, donc c'est un pavillon classique des années 50 avec un étage, avec un escalier. Et malgré qu'il y ait un escalier, malgré que ce soit une vieille maison, on peut la rendre habitable et vivable, même en étant plus âgée et moins autonome. Donc cette maison, elle existe maintenant depuis 3 ans. Et derrière cette maison, c'est tout un accompagnement. Les gens qui rentrent dans le dispositif, on les accompagne sur la réalisation des travaux, sur les modes de financement à aller chercher, que ce soit la CARSAT, l'ANA, les caisses de retraite. Aujourd'hui, il y a un dispositif assez large. Mais en même temps, les gens tout seuls, ils n'ont pas envie de le faire ou c'est compliqué. Et puis aujourd'hui, moi, j'ai encore un regret, c'est qu'en fait, ils viennent bénéficier de ces dispositifs un peu trop tard parfois, parce qu'ils ont déjà eu une chute, parce qu'il y a déjà eu une hospitalisation, parce qu'on leur a dit déjà la maison c'est plus tout à fait ça. Et mon combat aujourd'hui, et j'espère que ça sera encore demain, c'est de dire aux gens qu'il faut anticiper, qu'il ne faut pas attendre effectivement que les premières fragilités soient apparues. Mais c'est difficile, et ça, on est tous concernés. Hein, quand on vous dit un jour vous allez être vieux, un jour ça va être compliqué, on préfère qu'on nous dise on va en vacances et on prépare notre voyage. La vie, c'est un voyage qui dure, et il faut aussi préparer les valises pour le continuer. Et l'adaptation du logement, ça fait partie de ça. Voilà une des parties, mais je pourrais allonger sur ce qu'on fait encore. Et puis elle pourrait parler de voyage, parce qu'elle va bientôt partir au Vietnam pour pratiquer l'intergénération avec sa fille. Alors, toutes ces questions, Armand, sur la mobilité,
Pierre-Olivier parlait que les gens se déplacent aussi. Je me souviens que dans l'étude, le terme est précis. Hein, les gens ils disent qu'ils peuvent faire 647 mètres en moyenne pour aller d'un endroit à un autre. D'ailleurs, les femmes, plus de mètres que les hommes. Aussi, oui. hein, après, j'ai interrogé plus de femmes, donc peut-être que ça peut expliquer. Mais effectivement. En tout cas, c'est quoi les freins, justement, ou les leviers pour justement favoriser ces mobilités qu'on pourrait dire adaptées, quoi? Alors effectivement, pour préciser un petit peu, c'est vrai que dans le cadre de ce projet-là, il y a eu donc un deuxième aspect, hein, au-delà de la définition du bien vieillir. On a travaillé aussi sur l'environnement de vie de la personne à deux échelles, à l'échelle du quartier et à l'échelle de la commune. Et donc effectivement, quand on demande aux gens jusqu'à quelle distance ils sont prêts à marcher à pied pour se rendre quelque part et revenir chez eux, on s'aperçoit qu'effectivement, en gros, la moyenne, c'est à peu près 650 mètres. Donc à partir de là, on peut se dire que quand on sait à peu près dans un village ou dans une commune où est-ce que les gens habitent, on peut rapidement s'apercevoir s'ils sont suffisamment près ou trop loin des centres d'activité, de commerce, de services. Et donc effectivement, ce travail-là nous a permis après de pouvoir le cartographier. Donc on a une carte du territoire d'enquête, et en fonction de ça, en géolocalisant les commerces, les services et les domiciles des personnes qui ont été enquêtées, on s'aperçoit qu'il y a des communes qui sont plus ou moins propices du coup à pouvoir rendre accessibles les commerces les plus importants pour s'y rendre à pied. Après, pour préciser un petit peu en termes de mobilité, donc justement sur le territoire du Gard, alors quand je vais parler de transport en commun, je tiens à préciser que quand on parle de transport en commun dans le Gard, on parle du bus, d'accord ? Parce qu'il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tramway, donc qu'on soit très clair là-dessus, quand vous m'entendez parler de transport en commun, en fait, je parle tout simplement du bus, quoi. Voilà. Donc du coup, c'est une problématique un petit peu particulière, parce qu'effectivement, pour les gens qui habitent en village, le bus dans le village, vu que le village n'est pas très grand, il n'y en a pas. Donc les bus qui existent, c'est éventuellement pour rejoindre soit le bord de mer, ou alors la ville de Nîmes, qui du coup est la capitale du Gard. Et parfois, on s'aperçoit qu'il y a 1 ou 2 bus le matin et 1 ou 2 le soir. Et un bus qui vous dépose à la gare routière à Nîmes. Donc, vous êtes en ville, mais pas non plus complètement. Donc, on s'aperçoit très vite qu'en fait, les personnes n'utilisent pas du tout ce moyen de transport, même s'ils y ont accès. Donc du coup, se pose par ricochet la question de la voiture, puisque du coup, elle devient finalement l'élément de transport et de mobilité le plus facile et le plus naturel, voire un moyen de transport indispensable, puisque beaucoup de personnes nous disent « le jour où je ne conduirai plus, je ne sais pas si je vais pouvoir continuer à rester habité là parce que je ne pourrai plus me déplacer là où j'en ai envie. » Donc effectivement, cette question de mobilité, elle est particulière dans le cadre de ce territoire-là, puisque la question des transports en commun, elle est un petit peu compliqué à résoudre dans le sens où effectivement ça va être compliqué de mettre des métros et des tramways dans les villages de Petite Camargue. Donc il y a certainement d'autres formes de mobilité qu'il faut inventer et auxquelles il faut réfléchir. Et quand par exemple on demande un petit peu aux gens, toujours pareil, leur dire qu'est-ce qu'on pourrait imaginer, qu'est-ce qu'on pourrait faire, on s'aperçoit que finalement le système alors le covoiturage, c'est un peu vite dit, mais disons un système de navette, par exemple en collaboration avec des maisons de retraite ou avec des EHPAD, les gens qui habitent à domicile ne sont pas du tout fermés à ce genre d'idée. C'est-à-dire qu'ils seraient tout à fait partants pour pouvoir, s'ils savaient par exemple que la navette ou le véhicule de l'EHPAD du village était mis à disposition les mercredis pour aller au centre-ville de Nîmes et passer l'après-midi et rentrer, voilà. Il n'y a pas du tout cet aspect qu'on pourrait imaginer peut-être de se dire non, je ne vais pas aller en ville avec le véhicule de la maison de retraite. Donc finalement, en fait, pas du tout. Et sur la question de la sécurité aussi, c'est vrai que ça a été évoqué plusieurs fois, le fait de pouvoir se sentir en insécurité quand on sort de chez soi à pied, si l'état des voiries, des trottoirs n'est pas en bon état. Ou nous, la question aussi, c'est beaucoup les voitures qui sont garées n'importe comment, puisque tout le monde a une voiture, donc du coup, il faut la garer quand on arrive chez soi. Cette question-là, elle est aussi extrêmement soulevée dans le discours, et les gens, parfois à pied, ne se sentent pas en suffisamment bonne forme physique pour se rendre à pied quelque part. Et a été évoquée aussi l'idée d'une sensibilisation, éventuellement des chauffeurs de bus, pourquoi pas, aux questions du vieillissement, parce qu'effectivement, beaucoup de personnes, plutôt des Nîmois, là pour le coup, qui habitent à Nîmes et qui donc du coup ont accès quand même à un transport de bus beaucoup plus développé, ne le prennent pas forcément parce qu'ils ne se sentent pas du tout en sécurité. Ils n'ont pas le temps de monter, de s'asseoir, de redescendre, de poser leur sac, de payer leur ticket, de ranger, etc. Donc effectivement, en discutant avec les gens, est apparue l'idée
d'une campagne de sensibilisation. Voilà, on a des techniques. Nous, à la Fondation, c'est vrai qu'on sait faire ça déjà dans le cadre de formation. Donc, pourquoi pas envisager de développer cette idée auprès des chauffeurs du réseau de transport en commun de Nîmes. Donc, c'est vrai que la question de la mobilité, sur le territoire d'enquête, elle se cantonne en fait à deux problématiques, la problématique piétonne et la problématique de voitures et de bus. Donc, pour faire écho à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Merci beaucoup. On voit d'ailleurs, souvent on parle des maisons de retraite s'ouvrir, plateforme, et ainsi de suite. C'est une notion aussi, par exemple, de service commun. On peut imaginer, on a beaucoup évoqué la question de la restauration, par exemple, que les gens du quartier puissent venir se restaurer à la maison de retraite. Et pareil, utiliser des biens collectifs de la maison de retraite pour aussi les autres personnes. Ce qui est aussi une manière aussi de réduire le sentiment, la peur de la maison de retraite. Donc là aussi, il y a plein de choses. Et on voit bien que les gens, là encore, souvent, la société bouge plus que les décideurs. Que les représentations qui sont extrêmement rudes autour de l'âge sont souvent portées, je dirais, entre guillemets, par le haut, plus que par le bas, où c'est des gens qui simplement sont en connexion constante. Donc finalement, je connais bien et mieux les gens que je vois tous les jours. Et c'est différent quand finalement je ne les vois pas. Si on reste, je parlais de maison de retraite, Pierre-Olivier, si on reste sur cette question-là, très rapidement, par rapport au réseau Ville Amie des Aînés, par essence, a toujours cherché à intégrer l'ensemble des populations. On rappellera que la grande majorité de la population senior, des populations seniors, ne vivent pas en maison de retraite. Et que souvent on pense ces questions-là trop sur des problématiques de santé et tout ça. Mais pour le réseau francophone Ville Amie des Aînés, comment quand même vous avez cherché à intégrer aussi la question de l'habitat collectif et en particulier des maisons de retraite? Alors déjà, en proposant au territoire Ville Amie des Aînés l'idée d'un parcours résidentiel, c'est-à-dire qu'à l'échelle d'une métropole, d'une communauté de communes, c'est pas la question du nombre d'habitants, mais plutôt du périmètre, qu'il y ait une offre suffisante pour qu'on puisse imaginer que, en fonction de mes compétences, de mes capacités, de mes revenus, j'ai le choix de me dire je vais vivre à un endroit ou à un autre, et pas une forme de contrainte, de se résigner à. Ça, c'est la première chose qu'on propose, c'est d'imaginer des habitats qui sont différents et de montrer qu'ils sont complémentaires, dans tous les sens du terme. La deuxième chose, c'est de dire au territoire, travaillez sur votre foncier. Parce qu'on entend encore trop souvent le foncier qui vaut cher, faut le réserver au privé, à l'activité économique et tout ça. Et puis, si la maison de retraite, en fait, j'ai un petit terrain là au bout du village, en face du cimetière, comme ça, ils auront déjà une petite pensée pour l'avenir. Mais c'est pas qu'une blague, on l'entend encore souvent. Et c'est vrai que quand on fait ce travail avec les élus, comme disait Valérie, collégial des élus, eh bien, on arrive à implanter soit des nouveaux établissements, soit quand on requalifie les établissements, à les mettre dans des endroits qui sont en fait plus propices à cette vie dont on entend parler, parce que ils vont être dans un quartier où il y a déjà tout un tas de choses. Et ça, c'est un véritable défi. L'autre chose, c'est d'imaginer le lien entre ce dedans-dehors, où le rez-de-chaussée de la maison de retraite peut être vu comme un lieu de quartier, pour peu que ce soit animé par le directeur, par l'animateur, d'une certaine façon, où on n'a pas l'impression que c'est juste une compensation. Ce qui ne fonctionne pas sur un territoire, c'est quand on dit « faudrait venir chez nous parce qu'on y a droit aussi ». Ça ne fait pas envie. Par contre, un établissement qui dit « mais moi j'ai des locaux, j'ai plein de places et dans le quartier je peux permettre ». Moi j'ai aussi dirigé des établissements dans ma longue vie diverses et variées, et je me souviens qu'on avait proposé, en fait, on avait plein de locaux dans un EHPAD, et on organisait le carnaval du quartier là. Du coup, l'intergénération, elle se vivait, mais autour d'un projet, d'un objectif, et pas de dire faudrait quand même nous rendre visite, on y a droit aussi. C'était simplement, à un autre endroit, j'avais une artiste qui nous avait demandé, moi je cherche un endroit. On l'avait mis en résidence. Le deal, c'était simplement de dire, la ville vous met un lieu en résidence dans l'EHPAD. Comme vous êtes un petit peu déjanté les artistes, vous allez travailler le week-end, la nuit et tout ça. La seule chose qu'on vous demande, c'est que s'il y a des gens qui viennent, il y a un canapé qui puisse vous regarder, qui puisse vous parler, et puis vous faites une œuvre qui restera dans l'établissement. En fait, ça a créé des choses formidables, parce que c'était pas
de la réparation, c'était simplement le fait de se dire, bah tiens, on a des choses à s'apporter, et donc on fait matcher les deux choses. Peut-être le dernier point, c'est aussi de retravailler les CVS pour que les élus municipaux par quartier se sentent investis d'une place et d'un rôle, en se disant je me dois d'y être et je me dois de faire ce lien entre le territoire et ce lieu de vie qu'est l'EHPAD. Et puis, pour finir et faire le lien entre la mobilité et puis les EHPAD, à Lyon, par exemple, on a primé un projet qui s'appelait « À petits pas dans mon quartier ». C'est le personnel de l'établissement qui a observé en fait les pas que les gens faisaient à l'intérieur d'un établissement, qui sont souvent au final assez nombreux, et ils ont mesuré que la distance qui, par exemple, séparait l'ascenseur de la salle à manger, eh ben, c'était la même que de la porte d'entrée jusqu'à aller à la boulangerie, que la distance du bout du couloir du 3e étage jusqu'à la salle à manger, c'était la même que d'aller à la pharmacie. Et en fait, à travers cette visualisation des choses, eh ben, ça a permis aux habitants de l'EHPAD de se dire que s'ils étaient capables de faire à l'intérieur, dans un endroit sécurisé, ce trajet-là, eh bien, ils avaient la même capacité pour aller vers l'extérieur. Et donc, c'était aussi une façon d'identifier les choses à partir du regard des habitants. On en revient toujours à la même chose, hein, regarder avec les gens plutôt que de faire à leur place. Et ça, bah, ça a généré en fait tout un tas de sorties et donc une vie dans le quartier où l'EHPAD n'était pas vu comme un ghetto, mais avec des gens qui vont et qui viennent, et ça a redonné une dynamique de quartier qui est intéressante. Donc voilà quelques petites idées parmi d'autres. Merci. Puis alors, deal, matché, je vois que l'anglais avance. Je suis en permanence. Mais je vois que c'est extraordinaire. Oui, à tous les âges, on peut progresser. Et puis le foncier, ça me fait plaisir que tu en parles parce que je t'ai dit plusieurs fois de travailler ton foncier. Oui. Hein, y a un vrai sujet autour de cela. Et moi, tes cheveux. Oui. Et alors, Valérie, sur cette notion justement de... tu disais tout à l'heure, c'est un peu compliqué parfois les autres élus. Alors quand tu leur expliques qu'il faut penser dans le bus aussi aux gens plus âgés, quand tu leur dis qu'il faut aussi penser aux différentes maisons de retraite, ça fonctionne comment ? Oh, oui, ça fonctionne. Là, on est au moment des... Pas juste avant l'élection municipale. Non, mais là, c'était le mois de janvier, les vœux, la galette. Donc là, on arrive à peu près à y aller. On a encore aussi gardé au Havre une habitude qui est le colis de Noël. Et donc, mes collègues ont tous été, comme ils sont par quartier, faire le tour des maisons de retraite. On a aussi, nous, ville, des résidences autonomie. Donc, mais les résidences autonomie, bon, il y a une animation toute l'année qui est faite. Les gens sortent aussi beaucoup. Mais c'est vrai que ce qu'on voit pas, on oublie ce qu'on voit pas, quoi. Et un peu, les gens dans ces lieux, ils sont un peu cachés. Et c'est un peu, effectivement, dommage de n'y penser que pour des intentions pas forcément toujours bienvenues. Par contre, bon, je vais quand même défendre aussi ce qu'on fait. Aujourd'hui, par exemple, il y a un moment phare dans l'année qui est la semaine bleue. Bon, toutes les villes font leur semaine bleue. Alors, il y a beaucoup de choses dans la ville, beaucoup d'animations, de spectacles, de films. Et puis, on va aussi justement auprès de ceux qui sortent moins, soit pour les emmener, voilà, on les transporte vers ces spectacles, ou on vient apporter un spectacle dans l'EHPAD. On le fait beaucoup avec des enfants aussi, voilà, c'est peut-être un peu cliché aujourd'hui, mais on a une troupe de théâtre d'enfants amateurs et qui aiment beaucoup justement se produire aussi dans les maisons de retraite, et ça marche plutôt bien d'ailleurs. Donc non, il faut quand même être un peu optimiste, les choses se sont améliorées, et aujourd'hui, parce que aussi ces établissements se sont améliorés aussi dans l'ouverture, hein, dans l'ouverture à la ville. Je vais sortir un peu du Havre, mais je vais rester en Normandie. On a par exemple dans la ville de Maromme une EHPAD qui s'appelle le village des Aubépins, qui en fait est vraiment en plein cœur de quartier, à côté de la mairie, avec justement dans cette EHPAD, on y trouve un café, un coiffeur, un endroit pour repriser le linge, voilà, une lingerie, bref, enfin des endroits où on y va même si on n'a pas besoin d'aller à l'EHPAD, quoi. Donc je pense que ça c'est un modèle à dupliquer, en tout cas à adapter en fonction des territoires, et puis effectivement mettre l'EHPAD au cœur de quartier, non pas en périphérie comme on a pu tendance à le faire. On a un projet tout de suite au Havre d'une reconstruction, parce que Pierre-Olivier me dit qu'il ne faut pas faire de nouvelles EHPAD, je suis d'accord, mais il faut reconstruire celles qui sont un peu abîmées, anciennes. Donc on a un projet actuellement vraiment au cœur de quartier, mais ils mettent aussi des activités municipales, c'est-à-dire voilà, ils mettent une salle d'animation, ils mettent une bibliothèque, la Poste peut y mettre un bureau, enfin voilà, le but c'est que les gens viennent dans l'EHPAD parce que c'est un lieu de vie.
Et puis c'est intéressant de dire ça parce qu'on est aussi dans un moment, alors pas dans les grandes villes, mais plutôt dans les territoires gardois ou dans les territoires ruraux où il y a justement un recul de la présence publique, des services publics, et après tout, une maison de retraite peut être un lieu où justement des gens de tous les âges vont s'occuper de telle ou telle problématique. Donc on voit bien qu'il y a encore il y a plein de choses à inventer autour de cela. Est-ce qu'à ce moment-là de l'échange, de la conversation, est-ce qu'il y a dans la salle des personnes qui souhaitent intervenir, poser une question, réagir, que sais-je encore? On demandera à Jean-Marc Blanc de ne pas témoigner parce que tu sais que Jean-Marc invite tous les mois dans sa piscine, comme ça une quarantaine de personnes âgées, ils font la course. Oui, c'est pas con, c'est très très sympa. Il y a comme ça plein de choses. Je remarque dans la salle, je tiens à le dire aussi, c'est la Fondation Corian pour le Bienveillir, mais par exemple, il y a mon ami Dominique Monneron qui dirige un autre groupe associatif de maisons de retraite, et je trouve ça aussi très sain, très positif, que justement, dans ces lieux, ce soit extrêmement ouvert et qu'il y ait des gens de tout niveau, donc du plus haut, puisque tu es quand même big boss, jusqu'à à tous les niveaux. Et je crois que c'est aussi important. Et puis de structure, parce que, vous savez, c'est comme... si je sais pas, votre enfant tombe à l'eau, vous ne demandez pas la carte du maître nageur, quoi. C'est le premier qui sort et qui vous le sauve. C'est un peu pareil. Parfois, quand vous êtes là devant un établissement, la question, c'est pas de savoir qui l'appartient, c'est est-ce que je suis bien dedans ou pas. Alors, Aude me fait signe en disant t'es bien gentil, mais on est vraiment en retard. Alors, généralement, elle me tire les cheveux dans ces cas-là, mais là, elle est trop loin. Et alors, donc, vous êtes sûr, pas de questions, pas de regrets. Les Dricia, les réseaux sociaux ne sont pas enflammés. D'accord. Eh bien, on va vous applaudir, vous remercier. Ça fait toujours du bien d'applaudir en plus. Il y a après un pot très sympa, très bon. Sarah est très très attentive au fait qu'il y ait des choses de qualité. En plus, souvent, elle pense à moi, elle met même des jus de fruits. Enfin, c'est formidable. Donc après, on aura aussi tout un temps comme ça. On peut aussi discuter avec les uns les autres. Et alors, je vais demander à Myriam El Khomri, si tu veux bien me rejoindre. Alors, dois-je présenter Myriam El Khomri? Tu peux. Je peux. Alors, je dirais que tu es là à travers trois, enfin comme on veut. Moi, j'en vois qu'un, mais... Ah bon, y en a au moins deux. Il y a celui, vous le savez, tu as remis un rapport sur les métiers au service du grand âge. Et donc, mais tu as aussi été élu local. Tu es élu local, et donc c'est pour ça qu'il y a au moins deux éléments. Et donc ces questions-là, si je me souviens bien, c'est dans le 18e arrondissement. Donc là, on est dans Paris, on quitte, on revient sur Paris, mais c'est aussi important parce que je voudrais d'abord, avant qu'on rentre dans le détail du plan et tout ça, simplement sur ce qui a été dit pendant le débat et ce qui a été présenté par Aude et le micro-trottoir, du regard d'une très jeune élue locale, qu'est-ce que ça raconte, qu'est-ce que ça dit, et qu'est-ce que ça fait lien aussi avec ta propre pratique d'élu, justement. Bonsoir à toutes et à tous, et merci de cette invitation. Ça renvoie beaucoup de choses, et c'est un lien d'ailleurs avec les professionnels, puisque tout l'enjeu, tu l'as dit tout à l'heure, il ne faut pas opposer l'urbain et le rural, il ne faut pas opposer l'EHPAD et le service à domicile. Nous, dans le rapport, on s'est attaché à ce que les professionnels, qu'ils soient au sein des EHPAD ou de domicile, sont face aux mêmes problématiques. Et ce qui a été montré là à l'instant, c'est que prendre soin des personnes en perte d'autonomie, prendre soin, ce n'est pas du seul fait des professionnels. Ils ne doivent pas se sentir les seuls investis justement de cette mission de prendre soin. Et ce qui a été montré très bien juste avant, c'est que c'est d'une cité qui soigne, d'une cité qui prend soin, dont ils font partie prenante, et que tous les petits gestes, les gestes des voisins, les gestes des familles, les gestes des bénévoles, les gestes des artistes, tout ça concourt à prendre soin et à redonner. Je dis redonner parce qu'on a beaucoup débattu dans la mission sur le fait de retrouver une citoyenneté pleine et entière pour les personnes âgées. Et que la considération qu'on portait aujourd'hui aux professionnels, c'était aussi le fait du le peu de considération qu'on pouvait leur apporter, c'était aussi une résultante du peu de considération qu'on pouvait porter aussi aux personnes en perte d'autonomie dans notre pays. Donc tout cela est complètement lié, et je me retrouve, et en tant qu'élu local,
je me suis occupée de protection de l'enfance, mais dans le cadre de la protection de l'enfance, on a beaucoup travaillé aussi à Paris avec ma collègue qui s'occupait des personnes âgées pour essayer de créer des ponts. Voilà. Il me semble aussi que tu étais assez investi sur les enjeux de sécurité. Avec l'âge, la question du sentiment, mais ce n'est pas qu'un sentiment, aussi de la réalité, de formes différentes d'insécurité est aussi un élément fort. Et quand on parle des territoires, c'est aussi ça, c'est un territoire où je me sens en sécurité. Là aussi, on invitait toutes les personnes âgées du 18e arrondissement. Ils étaient formés par des policiers sur les arnaques qui pouvaient intervenir à domicile. Et donc on faisait, je crois, presque 6 à 8 sessions par an. La salle des fêtes était pleine, il y avait près de 600 à 800 personnes qui venaient. Et là, il y avait l'ensemble des services de police, il y avait la Poste, il y avait EDF, tout le monde intervenait pour dire quelles étaient les manières dont ils intervenaient et comment il ne fallait pas se faire avoir justement par des faux policiers qui pourraient intervenir dans un autre... pour un autre objet. Donc il y avait ce type bien sûr de choses. Sur les questions de mobilité, alors moi je partage tout à fait la piste, je ne vais pas rentrer dans un débat sur les voies cyclables à double sens, mais voilà, il y a les personnes âgées, il y a les enfants aussi qui se font complètement avoir, et nous-mêmes on peut le dire, voilà, il faut s'y faire. Voilà, il faut s'y faire sans rentrer dans le débat, mais voilà, il y a énormément de choses. Mais dans le rapport, on apportait aussi des mesures qui n'étaient pas stricto sensu liées aux auxiliaires de vie à domicile, aux infirmiers ou aux aides-soignants. Mais par exemple, on a pensé que les CAF devaient se mobiliser pour développer du BAFA senior. Voilà, qu'on finance un BAFA pour donner envie à créer un corps d'animateurs qui pourrait intervenir en direction... Il existe, mais oui, mais la CAF ne finance pas le BAFA senior. Vous êtes d'accord ? Oui, mais ce que vous voulez. On ne va pas rentrer dans le débat de savoir. On se disait qu'il fallait qu'on ait des aides pour un financement, au même titre qu'il y a le BAFA citoyen qui a beaucoup été développé. On pensait qu'il fallait aussi développer, mais si c'est déjà une mesure qui est mise en place, c'est très bien. Ça fera 2 mesures sur les 59 qui sont déjà mises en œuvre. Ça fait 4% de réussite déjà, c'est pas mal. Hein. Il y a encore un peu de boulot. Développer des stages de 3e aussi, dans les EHPAD et dans les services d'aide à domicile. Ça, certaines collectivités le font, c'est fait, mais c'est pas fait partout. Mais au même titre qu'on a voulu imposer un stage en médecine aussi auprès de personnes âgées, parce qu'aujourd'hui, on a un vrai problème pour développer la gériatrie. Et donc, on pense qu'il faut imposer clairement un stage de médecine. On a pensé également que les infirmières, dans le cadre des stages qu'elles peuvent faire, il pourrait y avoir toute une modalité de stage où ça serait aller au plus près du public à domicile pour mener des enquêtes de satisfaction sur le service qui est rendu. On s'est dit que ça pouvait être aussi intéressant. On a rencontré aussi le collectif Citoyennage où on a abordé beaucoup de ces questions. Donc voilà, retrouver une citoyenneté pleine et entière. Alors, dans ce rapport, il y a aussi la question des diplômes, il y a la question de publics qui ne sont pas nécessairement très à l'aise ou très en envie justement de formation. Et ça aussi, ça a été pris en compte. Il y a besoin de formation, mais parfois la démarche un peu scolaire ne correspond pas nécessairement aux besoins, au mode de fonctionnement, au mode d'apprentissage. Oui, il y a un besoin d'améliorer les formations. On est parti du principe que notre objectif, donc on a besoin de doubler le nombre de personnes formées par an et de recruter. Vous avez déjà 60 000 postes aujourd'hui qui sont non pourvus. Donc il nous semblait important, je dis nous parce que c'était un travail collectif et qu'au sein du projet, il y avait également 2 aides-soignants et une auxiliaire de vie dans l'équipe projet et beaucoup d'autres acteurs. Nous avons auditionné beaucoup de personnes âgées et nous avons fait beaucoup de visites sur le terrain centrées sur le service en direction des personnes, centrées sur le ressenti et l'expertise. Et j'ai apprécié quand Armance n'a pas parlé que du ressenti, mais du ressenti et de l'expertise des personnes âgées, parce que nous sommes aussi appuyés là-dessus. Il y a 4 axes au rapport, très rapidement.
Le premier, c'est la question des conditions d'emploi et de rémunération. Nous n'arriverons pas à rendre attractifs ces métiers si, par exemple, sur l'aide à domicile, on reste à un taux de pauvreté de 17% aujourd'hui des auxiliaires de vie. Donc ça, c'est le premier point qui est, voilà, je pense qu'ici, personne n'est magicien. On a un enjeu qui est d'améliorer. Certes, elles sont payées. Alors, je ne vais pas rentrer dans les conventions collectives, mais juste dire que taux de 17%, quand la moyenne des salariés français, c'est 6%. Les aides-soignants, c'est 3%. Donc, on a un sujet très fort sur les auxiliaires de vie. Un besoin de rehausser certaines conventions collectives, puisque l'évolution du SMIC s'est fait plus vite que la convention collective. Donc, dans certaines conventions collectives, on peut rester entre 9 à 13 ans au SMIC. Donc cela, ça veut dire, c'est le lien aussi avec la formation, ça veut dire que si on a d'autres qualifications, vu qu'il y a un tassement des grilles dans les conventions collectives, ce n'est pas du tout attractif. Donc on a plusieurs sujets. On a améliorer les conditions de rémunération. Deuxième sujet, augmenter les taux d'encadrement dans les EHPAD et à domicile. Sauf qu'aujourd'hui, des postes sont créés et il n'y a personne. Donc, il faut aussi, bien sûr, améliorer également le sourcing, le recrutement et puis les formations. Ce que nous proposons très rapidement, c'est, vu qu'on doit doubler l'effort de formation, c'est-à-dire plus de 70 000 personnes par an, je suis allée trop vite, j'aurais dû commencer par cela, on a fait le choix de centrer notre rapport sur le métier d'auxiliaire de vie, sur les intervenants à domicile, il n'y a pas que le métier d'auxiliaire de vie dedans, et sur les aides-soignants, qui nous a semblé être les métiers qui souffraient le plus. Dans les temps qui nous a été impartis, on a mis vraiment un focus sur ces deux métiers-là. Donc, développer la validation des acquis de l'expérience. Vous avez aussi beaucoup aujourd'hui dans les différentes structures des faisans fonctions. Il nous semble impératif qu'il faut développer cette validation des acquis de l'expérience. Lundi prochain, je suis auditionné, il y a une mission là-dessus pour faciliter avec un premier terrain d'expérimentation qui sera le secteur du grand âge. Deuxième chose, l'apprentissage. L'apprentissage est très peu développé dans ce secteur-là. C'est des stages aujourd'hui qui sont développés pour beaucoup. L'apprentissage, nous avons un décret. En gros, l'apprentissage a été, on va dire, libéré dans plein de secteurs d'activité. Dans le secteur médico-social, néanmoins, il n'y a que 600 apprentis, par exemple, aujourd'hui en France, aides-soignants. Donc, il faut mettre fin à un décret qui limite l'apprentissage dans le secteur médico-social. C'est mieux aussi parce que ça leur permet d'être rémunérés. On a dans le droit du travail lorsqu'on a un contrat d'apprentissage. Et ça permet de fidéliser, de faire connaître ces métiers-là. Et on sait que beaucoup d'apprentis cherchent des employeurs. Là, en l'occurrence, ils auraient l'employeur et la formation en même temps, ce qui permettrait d'améliorer les choses. Donc on veut développer l'apprentissage, la validation des acquis de l'expérience. Tu me fais des yeux noirs, il faut que j'accélère. On veut également développer que toutes les personnes, les troubles cognitifs sont de plus en plus importants. Les Français veulent rester à domicile. Il nous semble essentiel de développer des formations ASG, assistants de soins gérontologiques, où on pense que toute personne qui est face à une personne âgée ou en perte d'autonomie puisse avoir cette formation. Elle arme beaucoup les professionnels et il nous semble essentiel que nous allions vers cela. J'ai répondu sur la formation. Il y a encore d'autres choses à dire. Oui, il y a bien sûr plein de choses. Et c'est vrai, je pensais à Rémi Boyer, qui est le DRH de Corian, où on avait souvent échangé sur cette question de, justement, il y a une décision de multiplier les entrées, les stages en troisième et les questions d'apprentissage, parce que cette loi sur l'apprentissage est belle et bonne, mais globalement, je suis prof en école de commerce, je le vois très bien, c'est-à-dire que c'est plutôt le haut du panier qui en profite finalement plutôt que les autres. Donc là aussi, il y a vraiment des enjeux. Oui, parce que le médico-social est toujours un secteur un peu à part. Et donc, s'agissant du médico-social, parce que ça a un impact très fort aussi sur les finances publiques, on va se dire les choses très directement, le médico-social, le décret bloque... un décret bloque le nombre. Donc, il faut vraiment essayer de libérer ça pour créer vraiment des filières. Et puis, il faut aussi des perspectives de carrière. Quand on est aide-soignant aujourd'hui, par exemple, si à la PHP, on veut devenir infirmier, ça va coûter 140 000 € entre la formation et le salaire. Pourquoi ? Il y a une forme d'injustice à laquelle on demande de mettre fin. Vous savez bien qu'un infirmier aujourd'hui, on peut y accéder via Parcoursup, mais un infirmier, s'il valide sa première année, il est aide-soignant de fait. Okay ?
Une aide-soignante, elle, malgré la fin du concours pour les jeunes qui sortent du bac cette année, le concours a été maintenu pour les aides-soignants, donc première chose. Une aide-soignante qui a 10 ans d'expérience professionnelle ou 2 ans d'expérience professionnelle, elle va devoir faire 3 ans. C'est-à-dire que on a jugé en termes de reconnaissance, de valorisation, que si elle vu qu'elle a une expérience professionnelle, elle pourra devenir infirmière en 2 ans et non pas en 3. Donc, travailler à une plus grande modularité des formations aussi nous semble important aussi pour permettre des perspectives carrière, qu'on puisse être aide-soignante formatrice, on ne peut pas l'être aujourd'hui dans les IFAS, qu'on puisse être coordinatrice, que la fonction tutorat, si on développe l'apprentissage, soit mieux reconnue. Voilà, des choses qui nous permettent justement d'améliorer la qualité de vie au travail et donc aussi la qualité de service, parce que là, il n'y a pas d'opposition entre la qualité de service auprès des personnes âgées et la qualité de vie au travail des professionnels. Bien au contraire, ça va ensemble. Merci beaucoup, on peut l'applaudir, te remercier. Si, t'as fini. Et alors, il manque 2 axes. Il y a un de mes grands maîtres en sociologie, Michel Crozier, avait écrit un livre « On ne change pas la société par décret ». Finalement, on peut peut-être changer la société en supprimant des décrets. C'est intéressant comme concept, je suis sûr qu'il y a un truc à réfléchir. Et Valérie, on pourrait aussi proposer que tous les élus qui deviennent maires adjoints en charge des personnes âgées passent l'ASG. Ça serait intéressant. On pourrait développer des concepts comme ça. Merci beaucoup. On est super à la bourre. Il y en a une qui me fait des gros yeux incroyables. Alors maintenant, attention, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on va arriver à un moment hyper important. Un moment de... c'est Cannes. On est à Cannes. Imaginez-vous, là, on est pendant quelques minutes à Cannes. Et je vais demander à la mythique Florence Arnez-Momé de bien vouloir me rejoindre. Elle est la déléguée générale du CINIRPA. On ne la présente plus. Et puis je vais demander au formidable Charles-Antoine Pinel, qui est directeur général pour toutes les activités personnes âgées, de bien vouloir me rejoindre. Et puis vous y allez, à présenter en avant-première ces éléments-là. Bonsoir à tous. Là, tu nous as mis une certaine pression, mais on est très fiers et très très heureux de vous présenter C'est la vie. Alors, C'est la vie. D'abord, c'est une des 59 mesures qui a été préconisée par Myriam El Khomri et sa Dream Team dans son rapport. Alors, vous avez vu l'engouement et l'énergie que ça a suscité parce que c'est déjà mis en place. Mais derrière ça, C'est la vie, c'est une réponse collective pour dire stop à l'EHPAD bashing. Et ça, pour nous, c'est extrêmement important. Elle a trouvé sa jeunesse dans les visites sur le terrain. Personnellement, j'ai pu faire un tour de France des différentes équipes Corian, notamment, qui étaient très touchées, très meurtries, et je l'étais aussi avec elles, par ce qui était dit dans cet EHPAD bashing. Et au sein du syndicat professionnel, le CINERPA, nous avons voulu apporter une réponse forte qui permette à la fois de changer le regard et de montrer la réalité des professionnels. Donc derrière cette conviction s'est mis en branle le CINERPA avec sa déléguée générale et nous avons cheminé depuis maintenant 1 an en compagnie d'Avas pour présenter au grand public une campagne exceptionnelle et pendant plusieurs mois et années. Et je vais laisser Florence vous présenter le dispositif. Merci beaucoup Charles-Antoine, merci à vous. Donc effectivement, après, on fêtera les 1 an, le 30 janvier 2018. Il y avait, vous vous en souvenez certainement, des mouvements de grève qui avaient beaucoup secoué les médias et du coup beaucoup secoué le secteur, puisque pendant plusieurs semaines, nous avions fait les gros titres des médias, tous autant et tous secteurs confondus. Et puis, du coup, les plus gros adhérents du CINERPA, donc Orient, que je remercie tout particulièrement pour avoir en plus fait partie du COPIL pendant 1 an, ont décidé de s'unir et d'unir leurs moyens pour aller vers Avas et demander presque vraiment avec émotion pour tout le secteur de sortir de cet EHPAD bashing, faire une action pour changer le regard sur le grand âge, sur les métiers, sur les EHPAD. Et c'est comme ça qu'est né C'est la vie. Un réalisateur, Olivier Babinet, qui avait déjà été primé à Cannes et qui est déjà un réalisateur de renom, qui a pris les commandes de l'opération, qui s'est installé pendant plus de 15 jours dans 4 sites et sur lequel on a pu donc du coup tirer 5 épisodes de 7 minutes. L'idée, c'est de vraiment
d'avoir une mini-série qui montre à la fois les métiers, à la fois le lien subtil, intime qui lie les personnes âgées, les équipes qui les accompagnent, les familles également, toujours sous un système dans les 5 films de duo, un salarié et une personne âgée, toujours vous allez peut-être le voir et j'espère que vous allez évidemment vous ruer sur, si ce n'est pas déjà fait, sur cestlavie.fr, puisque le projet a été de lancer une plateforme que nous avons donc lancée le 8 janvier dernier lors d'une avant-première. Cette plateforme a ouvert à midi, cestlavie.fr, sur lesquelles vous pouvez retrouver en intégralité l'ensemble de la mini-série. Nous avons déjà, et c'est ça quand même le gros apport de cette campagne, c'est que nous avons déjà eu une trentaine de spots qui sont passés sur France 2 et sur France 3 tout au long du mois de janvier, du 12 au 24 janvier. Nous avons eu 30 spots sur France 2, France 3, sur des horaires Access Prime Time qui permettent de, selon les derniers chiffres, voir qu'on a eu quand même beaucoup de visibilité. On a eu plus de 2 millions d'impressions sur Twitter. On attend les chiffres, mais on est très heureux de la façon dont la plateforme est sortie. On a eu plus de 20 à 30 000 clics sur la plateforme. Donc l'enjeu, évidemment, ça va être maintenant de faire découvrir les films le plus largement possible aux équipes, évidemment, et au grand public. Et l'idée, c'est pendant une campagne télévisée repart en avril. J'espère qu'on en aura d'autres au fur et à mesure. Et donc, l'enjeu, c'est de faire que tout le monde se donne la main pour promouvoir, aussi bien dans les établissements, vers le grand public, ces films. Et je reconnais une actrice de la série qui est en face de moi. Et donc, je remercie les équipes de Corian qui se sont prêtées à l'exercice. Et ça a donné quelque chose d'extraordinaire. Donc on va regarder, oui l'actrice j'avais repéré c'est celle qui pique à chaque fois les oursons, donc je me dis il n'y en aura plus un seul. Le truc était plein au début et je suis un peu inquiet parce qu'il n'en restera aucun. Mais bon c'est comme ça, maintenant place aux images. Oui, parce et que puis là après, quand même il y a du suspense. On accueillera les vrais acteurs, les vraies stars de cette série. Regardez le petit oiseau. Il n'est jamais sorti lui. Non mais franchement j'adore les personnes âgées parce que ils ont leur histoire, ils ont leur vie. Pas vieille. Mais non. Moi je suis pas vieille. Exactement. Oh ben bon salon. Ça fait un bel âge, Ça c'est incroyable. Je n'arrive pas à comprendre, j'ai 94 ans. J'en ai fait tomber du monde. Ça c'est bien, vous avez fait tomber des âmes. Et puis pour tout déséquilibre. Ah c'est ça, Quand je suis en pétard, Ah oui. Je suis même méchant. Ah, c'est vrai. C'est ça qu'on aime. Dans un caractère. De cochon. On y va? Ah, on y va. Hop. Je voudrais que ça soit formidable quand je finis. C'est quoi formidable? Que ça s'éteint tout seul. Une petite bougie, pouf. Pas trop long encore. Un sourire, un baiser, une larme. Oui, parce que j'ai pas envie d'aller au paradis tout de suite, moi. Non plus. Le paradis, c'est bien, mais pas tout de suite, Venez, même Manon. Je suis Louis XIV. Allez, venez, Louis XIV. C'est Louis XIV qui faisait comme ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Le roi Soleil. C'est la vie, la série qui change le regard sur le grand âge. Découvrez tous les épisodes sur cestlavie.fr. Super. Donc il faut vraiment aller voir ces épisodes, ils sont extrêmement touchants, il y a beaucoup de sensibilité, d'authenticité et ça permet aussi de mieux percer la relation qui se noue entre les professionnels et les résidents. On a eu la chance chez Corian de pouvoir tourner dans une de nos très belles maisons de la région parisienne, au Perreux, un épisode avec Sarah, psychologue, et Claude. Et je voudrais juste qu'ils viennent sur scène, toute l'équipe, parce qu'ils sont là aujourd'hui. Et je voudrais juste qu'ils viennent pour qu'on les applaudisse, parce que ça a été un super moment et on est très fiers de ce qu'ils ont fait, ce qui porte très haut les couleurs de la profession. Venez. Allez, faut y aller. Allez, avec la directrice. On ne les fait pas parler, mais on les applaudit. Voilà Sarah, la psychologue, Gaëlle, la directrice de l'établissement et toute l'équipe qui est là. Vraiment, elle porte haut les couleurs de notre métier.
Et vraiment, on peut les applaudir et les remercier pour ce qu'ils font au quotidien. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Merci beaucoup. Et donc Florence, on rappelle le site sur lequel on peut trouver ? C'estLaVie.fr, hein. On est en première ligne maintenant, dès que vous tapez C'estLaVie.fr. Et on est en train, d'ailleurs, puisque l'Allemagne est là, on est en train de les traduire, puisqu'on voudrait qu'ils s'exportent. Voilà. Ah, très bien, tant qu'à faire, absolument. Et puis, je trouve que la signature « Les métiers du grand âge » a aussi du sens et fait évidemment complètement sens avec le rapport de Myriam. Alors, on a à peine une demi-heure de retard. C'est rien. Mais c'est la société de la longévité, Aude. On a de plus en plus de temps. Donc, il faut aussi en profiter. Donc, qu'est-ce que c'est une demi-heure, hein ? C'est aussi, voilà, donc c'est pas grave. Mais on va quand même presque finir. Alors, j'ai demandé, mais vraiment aujourd'hui, c'est un truc de fou. Vous avez vu un film et maintenant, vous allez avoir 2 auteurs, 2 stars qui vont venir nous rejoindre. Et je vais donc demander à Daphna Mouchnik et à Delphine Dupré-Lévesque de bien vouloir me rejoindre sur scène. L'élément le plus difficile pour moi, ça va être d'empêcher Daphna de dépasser 1 heure d'intervention. Je ne sais pas comment je vais faire. 2 heures, tu me dis ? Ah, 2 minutes. Je ne savais plus. Mes hommages. Alors, Daphna et Delphine. Oui, c'est l'activité physique adaptée, c'est pas facile, je sais. Mais voilà, on va y arriver, c'est super. Le foncier dont parlait tout à l'heure Pierre-Olivier. Alors, peut-être, voilà. 2 ouvrages. Alors, les ouvrages, tout à l'heure, ils seront en signature, en vente et tout ça. Mais on s'était dit, c'était sympa aussi, puisque souvent, hein, on fait, avec Sarah, depuis le début, on était dans l'idée qu'il y ait toujours notre camarade libraire et qu'il y ait comme ça régulièrement des bouquins qui soient présentés. On l'avait fait, je reconnais Véronique Suissa, on l'avait fait il y a quelques mois maintenant sur médecine complémentaire alternative qu'on avait copublié. Et puis sur d'autres livres, les quinquados, il y a longtemps, ainsi de suite. Régulièrement, comme ça on le fait, et comme vous êtes des amis de la maison, des amis personnels aussi, il y a un des deux en plus, j'ai un peu contribué, donc tout ça fait qu'on s'est dit que ça serait bien de vous entendre sur un temps très court, mais voilà, dites-nous quelque chose et racontez-nous, non pas le livre, mais racontez-vous votre envie du livre. Alors moi, l'envie du livre, il est né en fait dans le regard des résidents, parce qu'au départ, c'était pas un livre. Enfin, j'avais l'idée d'écrire un livre sur architecture et relations sociales. Et puis, je suis allée donc avec mon appareil photo dans plusieurs EHPAD. Et finalement, il y a... Alors, j'essaye toujours, à cause des autorisations, de les prendre de dos, qu'on ne les reconnaisse pas, etc. Mais les gens, ils arrivaient devant moi et puis ils disaient « Mais moi en photo !» Alors je me suis dit, ben oui, bien sûr, vous en photo, et du coup j'ai changé complètement le livre. En plus, évidemment, ça arrivait après une époque où moi aussi, ça fait très longtemps que je travaille et que j'essaye de contribuer à mon niveau à l'amélioration de la qualité de vie dans les EHPAD. Et suite aux EHPAD bashing, évidemment, j'étais un petit peu en colère aussi. Et du coup, voilà, c'est un livre qui est né avec le regard des résidents et pour eux. Super, donc... Hein, le scoop, c'est on a échappé à un bouquin très chiant, architecture, je sais pas quoi, et on est sur un truc beaucoup plus sympa. Et, hein, c'est quand même super aussi, c'est ça la vie. Et puis l'adaptation, le changement et tout ça. Et puis, Daphna. Oui, alors moi je m'attendais pas à ce que tu nous fasses remonter sur scène. Alors moi je trouve que ça fait une bonne transition avec C'est la vie, mon histoire de livre et l'envie du livre, parce que mon livre, j'aimerais qu'il ressemble au film. En tout cas, si vous me dites que ça ressemble à ce qu'a fait Olivier Babinet, je serais très heureuse. J'avais envie de raconter... Non, mais parce qu'en fait, j'avais envie de vous raconter le quotidien de mes équipes et de vous raconter que notre boulot, c'est pas de... Moi, je travaille dans un service d'aide à domicile. Et notre boulot, elle travaille pas dans un service d'aide à domicile, elle l'a créé. Voilà, bon, alors, bref, en tout cas... je fais ça avec tout un tas de gens que je trouve assez extraordinaires, pour des gens qui me touchent, qui me font rire, qui me font m'arracher les cheveux, mais j'en ai encore beaucoup, ça va. Ne me regarde pas. Et en fait, c'est le lien entre les gens et ce qui se passe et ce qu'on voit très bien dans les échanges de C'est la vie qui fait sens dans mon travail. Et donc, du coup, j'ai transformé tous mes collègues en personnages de livres et je vous embarque dans 4 années d'aventure de mon service où on va
vous allez voir les liens qui se tissent entre les gens et les personnes entre les gens qu'on aide et les personnes qui travaillent auprès d'eux, et ça donne lieu à des situations très drôles. Voilà. Et c'est ça que j'avais envie de partager avec vous en écrivant le bouquin. Je n'ai pas été trop longue. T'as été super. On les applaudit, on les félicite, on va les retrouver. Non, je me dépêche parce que d'abord parce que Aude me regarde, hein, et ensuite parce que je voudrais quand même prendre un ourson, et je vois qu'à chaque fois, à chaque fois que j'ai le dos tourné, hop, ah, mais vous croyez. Alors, on termine très rapidement en disant. Mon vieux camarade Flaubert disait la bêtise c'est de conclure. Donc il n'y aura pas de conclusion au sens intellectuel du terme. Encore une fois, hein, on voulait vraiment, et ça va être, Aude, viens. Ça va être aussi un fil rouge sur nos prochaines matinales, qui sera justement la question des territoires. Hein, puisqu'à chaque fois qu'on travaille Eclipsos et tout ça, derrière on en fait quelque chose, et pendant au moins un an, partout où on va aller, hein, puisqu'on est à Paris, les plateaux le soir, et on est partout ailleurs. Toute l'année, enfin pas tous les jours, voilà, mais régulièrement sur tel ou tel endroit. Et notre fil rouge, ça sera justement les territoires. Donc on se retrouve le 11 février à Lyon pour une prochaine matinale sur les territoires de longévité. Ici même, et donc dans d'autres villes, effectivement, on fera Nice, Le Havre et Bordeaux cette année. Et on se retrouvera ici même le 2 avril pour un prochain plateau intitulé « Changer de regard sur la santé mentale ». Voilà, on change de thème pour le prochain plateau. Et puis, je souhaiterais, puisqu'on est en début d'année, qu'on prenne une bonne résolution, voire qu'on relève un défi, c'est de commencer à l'heure et de finir à l'heure. Elle me fait peur. Merci beaucoup. Paul Valéry disait de son temps, c'est déjà être en retard. Alors finalement être à l'heure, vous savez. Voilà. Et je voudrais dire, j'en profite aussi, puisque Jean-Marc Blanc est là, pour dire que et la Fondation Corian est partenaire, que le 16 et 17 septembre prochain, il y aura la 3e édition de Réviolution qui se fera à Nîmes. Donc il y a aussi ces liens-là. Bon, maintenant, c'est fini, on s'applaudit, on est content, on va bouffer, on va regarder les livres et on va discuter. Et merci à vous.